Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accompagner pour cette dernière semaine du mois de juillet. On est ensemble jusqu'à 13h, 3 heures de débat, de conversation, de discussion, avec bien sûr pour vous, amis auditeurs, le moyen de vous installer autour de la table avec votre café depuis votre lieu de vacances, depuis même votre travail, peu importe. On vous accueille comme vous êtes sur Sud Radio. 0826 300 300, vous vous installez. Et de quoi on va causer durant les prochaines heures? On va s'interroger sur ce que fait l'Italie depuis un mois. Et vous allez voir peut-être qu'il va falloir également l'appliquer en France. La guerre aux racailles, c'est comme ça que Giorgia Meloni a décidé d'envoyer des militaires, des policiers partout dans quelques provinces pour faire la guerre, on va dire, aux petites frappes, aux petits trafiquants de drogue, aux petits trafics, un peu d'armes, un peu de violence, ceux qui étaient la plupart du temps responsables, vous savez, des fameuses rixes, des fameuses dégradations là. Eh bien, elle a lancé la guerre aux racailles. La question, elle est simple. Est-ce que, comme en Italie, la France doit se lancer dans cette guerre? 0826 300 300, vos réactions également sur les réseaux sociaux et le site sudradio.fr ainsi que son application. Un homme riche, qui plus est le plus riche de France, et souvent qui se partage le podium avec l'homme le plus riche du monde, c'est Bernard Arnault. Mais Bernard Arnault, il a peut-être été rattrapé par un peu de naïveté. Figurez-vous qu'il a décidé de jouer le jeu d'une enquête journalistique du journal Le Monde qui voulait s'intéresser à son empire, LVMH, premier empire de luxe au monde, avec évidemment beaucoup de salariés, avec évidemment beaucoup de marques, avec évidemment beaucoup de risques d'ambassadeurs également tout au long du monde. Et ils ont fait une enquête, disons, à charge. Ils ont critiqué sa famille, ils ont inventé des choses. En tout cas, dans une réponse apportée au journal Le Monde, Bernard Arnault, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de faits, répond et il dit, bon, en réalité, j'ai bien compris qu'on ne m'aimait pas, qu'on faisait une sorte de guerre contre moi. Il utilise même le terme artillerie lourde. Le Monde a sorti l'artillerie lourde contre moi. La question, elle est simple ce matin. Est-ce que détester Bernard Arnault est un sport national en France? 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que toutes les critiques faites à son encontre sont justifiées? Ou quand même, vous observez que la plupart du temps, il y a des critiques infondées, il y a beaucoup d'idéologie, il y a beaucoup de cirque. Après tout, il contribue, écoutez bien à ce chiffre, à près de 40 milliards depuis que LVMH existe. Il a contribué à la hauteur de son montant quand même à l'économie de l'État. C'est-à-dire qu'en impôts, en charge, il a payé plus de 40 milliards. Et puis quand même, il rayonne dans le monde, Bernard Arnault. Est-ce que sa détestation n'est pas tout simplement irrationnelle? 0826 300 300. Et puis, vous les avez vus tout le week-end, cet Armand. Peut-être même que vous êtes dans la région, des incendies qui ravagent le Gard, le Var, qui ravage également la Gironde. Bref, des images spectaculaires, des pompiers à bout de souffle, des politiques parfois qui peinent à justifier les moyens qui sont employés pour lutter contre ces incendies. La question, elle est simple. Manque de moyens contre les incendies. Est-ce la faute à Macron, comme certains l'affirment durant les invités politiques et parmi les invités politiques qui se sont succédés hier, durant toute la semaine dernière à cette antenne et à ce micro avec Benjamin Glaise? Certains ont dit, bah oui, évidemment que c'est la faute à Macron. Et puis en plus, ce sont des bourgeois qui habitent au Cap Ferret. Donc on va pas non plus se battre pour des bourgeois qui ont décidé de construire la plupart du temps dans des lieux qui n'étaient pas faits pour, avec leurs grandes piscines à débordement, leurs grandes villas. Bref, est-ce que sur les manques de moyens contre les incendies, on parle beaucoup notamment des Canadair, des budgets qui n'auraient pas été alloués aux bonnes personnes? Est-ce la faute à Macron? On se posera la question à partir de 12h30. Vous avez le programme pour le moment, 10h05, notre premier fait du jour. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Et à 10h05 sur Sud Radio, le premier fait du jour concerne évidemment les incendies encore qui ravagent la Gironde. Depuis mercredi dernier, c'est plus de 42 000 hectares qui ont entraîné forcément l'évacuation de près de 220 000 personnes. De 84 blessés parmi les sapeurs-pompiers qui puisaient, et une nuit qui a encore été particulièrement pénible. Bonjour Jérôme Steph. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire de Cestas. Comment ça se passe de votre côté? On parle énormément de la Gironde, on parle énormément de certains coins de France. Vous, du côté de Cestas, quelle est la situation avec l'évolution de cette nuit? Alors, nous déjà, la commune a été entièrement évacuée, soit près de 17 000 habitants. Depuis plusieurs heures maintenant, le feu est aux portes de notre commune, puisque il y avait un front notamment au niveau de notre centrale photovoltaïque. Hier, il y a eu une grosse course contre la montre menée pour créer des pare-feux, pour essayer de contenir l'incendie, éviter qu'il ne franchisse la route départementale et ne gagne de nouveaux massifs, et surtout aille menacer nos premières habitations, avec notamment le quartier de Pierroton.
Et les nouvelles de ce matin, puisque à 4h30 j'étais sur site pour faire le bilan, c'est que elles sont plutôt quand même encourageantes. Le feu a été stoppé tôt ce matin. Il y a quand même eu un coup de vent cette nuit. Tôt ce matin. Alors sur le attention, hein, soyons très précis sur les termes. Le feu a été stoppé sur le front de la commune de Cestas, au niveau de la centrale photovoltaïque, malgré une reprise de vent, une saute de feu. Voilà, aujourd'hui, il est stabilisé sur le front de Cestas. Il y a eu de la pluie bienvenue en fin de nuit aussi, qui a permis aux pompiers d'avoir un répit et de mener le combat plus efficacement. Malheureusement, il est toujours actif et il se renforce notamment sur le secteur de Lombrières en direction de Saint-Jean-d'Illac. Donc voilà, je n'ai aucun optimisme par rapport à l'avancée du feu, mais toute petite victoire et tout petit gain est bon à prendre. Et donc je me réjouis notamment pour nos habitants cestadais qui, je sais, étaient très très inquiets notamment pour le quartier de Pierrouton, et donc je tenais à les rassurer à ce niveau-là. Et la journée d'aujourd'hui, elle sera dédiée au renforcement des pare-feux. Au renforcement des pare-feux, on va y venir, surtout que c'est une actualité forcément pour vous, Jérôme Steph, le maire de Cestas, et tous ceux qui sont concernés indirectement par ces incendies dans les différentes régions. Au niveau national aussi, cela devient une priorité au plus haut sommet de l'État, puisque il y a quelques minutes, le président de la République vient de présider, ou va commencer à présider, une cellule interministérielle de crise sur les feux qui se déroulent actuellement partout en France. Vous, Jérôme Steph, justement, c'est quoi le programme de la journée? Renforcement des feux, vous le disiez, ça veut dire quoi concrètement? Renforcement des pare-feux, c'est-à-dire que hier on avait fait une journée consacrée à l'établissement des pare-feux en lien avec les experts des FCI et notre coopérative forestière Alliance Forêt-Bois, et donc on avait fait dans l'urgence, et donc on a fait une bande minimale pour essayer de faire le pare-feu sur sa totalité. Il y a eu un travail monumental, puisque le pare-feu fait quasiment 15 km de distance, et donc la journée d'aujourd'hui, elle va avoir pour but d'élargir un petit peu la zone de ces pare-feux, car malheureusement, dans 2 jours, on nous annonce le retour de la canicule. Demain, les vents risquent de retourner pour ramener le feu dans cette zone qui aujourd'hui est maîtrisée. Et donc, on va renforcer les pare-feux existants, et 2, il y a quelques petits pare-feux tactiques aussi qui sont en train d'être mis en place. À ce niveau, si vous me permettez, je voulais rendre hommage, moi, à tout le travail de nos experts DFCI en lien avec nos acteurs locaux. Et malheureusement, hier, nous avons appris le triste décès de Jean-Marie Baquet, qui était le président de la DFCI de Marche Prime, et alors qui n'est pas dû à l'incendie, mais je voulais lui rendre hommage, et notamment illustré aussi parce qu'il habitait un aérial à la Renardière, en pleine forêt, et toute cette forêt a été ravagée par les flammes, et son aérial est resté intact. Et pourquoi? Parce qu'il avait fait un travail remarquable de débroussaillement autour de sa propriété. Et je pense qu'il faut que ça nous serve d'exemple, notamment en termes d'obligations légales de débroussaillement. Et on voit que quand le travail est fait correctement, eh bien, il est efficace. Et voilà. Et donc, je voulais saluer son travail en tant qu'individu, et en tant aussi que président de la DFCI, et rappeler que il est primordial de s'en remettre justement à nos techniciens professionnels qui ont la connaissance du terrain et qui nous amènent les bonnes solutions. Jérôme Steph, je rappelle que vous êtes le maire de Cestas. On a vu quand même tout le week-end en partie ces images de tous les habitants qui venaient des 4 coins d'une commune ou des 4 coins d'une région pour essayer d'aider dans cette lutte contre les incendies. On a vu aussi les agriculteurs. Quand vous parlez de certains renforcements des pare-feux tout autour de votre commune, Jérôme Steph, concrètement, ça veut dire aussi que vous faites appel à cet élan un peu de solidarité avec tous les agriculteurs, des habitants qui peuvent éventuellement venir. On a vu pendant tout le week-end, notamment dans certains coins de France, cette nécessité de creuser parfois justement des tranchées pour essayer de faire un véritable pare-feu. On en est là aussi du côté de Cestas, par exemple? Oui, on en est là. La journée d'hier, elle a été dédiée à ça avec mon collègue de Marche Prime. On a effectivement orienté toutes les demandes de travaux. Alors,
Bon, pas des demandes de particuliers, il y en a quelques-uns, mais c'est pas utile parce que c'est pas efficace. Par contre, on a eu énormément d'agriculteurs, d'entreprises de travaux forestiers qui sont venus depuis le sud de l'Aquitaine et notre rôle, ça a été justement d'essayer de coordonner ces moyens, de les mettre à disposition, de filtrer aussi le type de matériel à amener, parce que tout le monde veut venir avec son matériel et tous les matériels ne sont pas forcément efficaces. Donc hier, on a fait un gros travail de filtre en fait entre nos mairies respectives, les entreprises qui se proposaient et notre coopérative forestière Alliance Forêt-Bois qui coordonnait un petit peu le dispositif et que je remercie d'ailleurs pour son efficacité parce que le travail accompli en lien avec nos experts des FCI, eh bien, il a porté ses fruits. Alors, je suis extrêmement prudent, bien évidemment, quand je dis il a porté ses fruits, je ne crie pas victoire, puisque cet incendie nous montre que on a tellement de revirements possibles, mais au moins la stratégie d'hier a été efficace. Il y a aussi, et je crois que c'est important d'en parler, un élan de solidarité assez extraordinaire. Peut-être que on n'en parle pas suffisamment, mais que ce soit du côté des restaurateurs, que ce soit du côté des habitants, que ce soit du côté des maires, aux alentours de chaque région touchée, on a l'impression qu'il y a une solidarité naturelle qui s'est mise en place, qui est quand même rare à observer. Je vais vous citer 3 exemples que j'ai eu à gérer dans la demi-heure passée, voilà, qui sont révélateurs. Toutes mes grandes surfaces locales, mes fournisseurs alimentaires m'ont tous contacté dans la matinée, me proposer d'amener leur stock de fruits et légumes à nos pompiers. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, nos kinés locaux ont installé un centre de massage dans notre caserne et m'ont contacté justement pour élargir le dispositif. Et puis troisième exemple qui est peut-être plus anecdotique mais révélateur. J'ai un artisan de la commune qui m'a dit j'ai envoyé ma femme et ma fille dans loin de Cestas. Par contre moi je suis resté, j'ai une camionnette, j'ai un scooter. Si je peux aider même pour faire des livraisons en scooter rapides, efficaces. Voilà, ça vous montre que les gens ont envie d'être utiles et qu'on a un vrai élan de solidarité qu'on avait déjà vu nous dans notre commune puisqu'on avait été centre d'accueil de sinistrés. Et moi, je voulais remercier encore une fois tous les Cestadaises et Cestadais qui avaient fait preuve d'un élan de générosité extraordinaire, que ce soit dans la fourniture de biens ou de denrées ou dans le fait de se proposer en tant que bénévole. Ça c'est sûr que c'est un élan de solidarité à souligner. Encore une question, Jérôme Steph, parce que c'est un débat qui va nous animer entre 10h30 et 11h. Il y en a beaucoup qui critiquent, certainement avec un regard extérieur, hein, et qu'on peut là aussi, qui peut nous déranger, mais qui critiquent aussi le manque de moyens à disposition, que ce soit du côté des Canadair, que ce soit l'équipement des pompiers. Les pompiers eux-mêmes d'ailleurs sont de plus en plus nombreux à taper du poing sur la table. Est-ce que vous avez depuis votre poste d'observation à un moment ou un autre l'impression de moyens qui ne sont pas suffisamment déployés, qui se la jouent, on va dire, un peu trop petits bras encore au vu de la gravité des incendies? Alors, à notre niveau, quand on voit la gravité de l'incendie, parce qu'il faut bien se rendre compte que à chaque incendie, on dit toujours que on emploie toujours des superlatifs, mais cet incendie, c'est du jamais vu. Ça sera certainement l'incendie du siècle sur la France métropolitaine, et donc forcément, ça nécessite énormément de moyens, même s'il y a déjà beaucoup de moyens. Il y a 2500 pompiers, il y a 18 appareils aériens qui ont été mis à disposition, mais bien évidemment, ça nécessite énormément de moyens. Il y a aussi, c'est pas que des moyens, il y a aussi des prises de décision aussi qu'il faut parfois peut-être retravailler et accélérer. Vous voyez, je parlais de la mise en place des pare-feux. Oui. C'est toujours compliqué d'avoir toutes les validations et il y a 2 jours on était en train d'essayer de mettre en place un pare-feu et on n'a pas eu le temps de le mettre en place parce que on était en attente des validations justement procédurales, et puis on s'est fait rattraper par la vitesse du feu et au final on n'a pas pu le déclencher. Mais voilà, j'espère que ça nous servira effectivement de leçon. Après moi je veux pas non plus tirer sur le dispositif parce qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre, mais devant un tel feu, il est clair que tout renfort est le bienvenu aujourd'hui.
Ça c'est sûr. Merci beaucoup Jérôme Steph d'avoir été avec nous, maire de Cestas, sur cette situation, avec plusieurs réunions de crise interministérielle prévues aujourd'hui, dont une qui a commencé il y a plus de 16 minutes désormais, présidée directement par le président de la République Emmanuel Macron, pour justement suivre très attentivement ce qui se passe aux quatre coins de la France avec ces incendies de plus en plus spectaculaires. Et sur cette question toujours, on s'interrogera à partir de 10h30 avec nos éditorialistes et nos débatteurs sur ces manques de moyens, ce que certains appellent les manques de moyens. C'est du côté des pompiers, c'est du côté de certains maires, c'est du côté aussi parfois des habitants quand ils voient la situation face à laquelle ils se retrouvent. Est-ce que c'est la faute à Macron finalement, ce manque de moyens contre les incendies, que ce soit le manque de Canadair, le manque de budget, des camions de pompiers qui n'ont pas été remplacés, du budget ici et là qui a été sucré? Mais on en parlera ensemble au 0826 300 300. Pour le moment, il est 10h17 et on parlait des incendies. On va devoir tout doucement se pencher également sur les conséquences de ces incendies qui sont notamment économiques. On sera avec la CCI de Bordeaux-Gironde dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Simliedo. Il est 10h19 sur Sud Radio. Ce sont ce qu'on appelle les aléas du direct. On devait essayer de faire le tour un peu de ces conséquences de ces incendies du côté de Bordeaux-Gironde avec la CCI, vous savez, qui est la chambre de commerce notamment. Il y a aussi de véritables interrogations par rapport à ça. On voit à quel point les entreprises vont être quand même extrêmement kidnappées. Il y avait une réunion interministérielle en réalité entre le ministre de l'économie, entre Serge Papin, qui est aussi le ministre du tourisme, des TPE et des PME, parce que les chiffres sont quand même assez délirants et ça mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu, parce que évidemment une cellule de crise a été ouverte. Il y a un numéro unique qui doit être retenu, je vous le dis, c'est le 3006. Vous êtes du côté de Bordeaux-Gironde, vous faites partie des entreprises extrêmement gênées, extrêmement handicapées par ces feux. Vous avez toujours ce numéro que vous pouvez retenir, qui est le 3006, et c'est le président de la CCI qu'on essaye de joindre, qui est Patrick Seguin, et qui insiste naturellement sur la nécessité d'une réponse rapide face à l'urgence, sachant qu'il y a différentes aides possibles. On pourra à nouveau envisager le chômage partiel. Il y a des délais de paiement qui seront forcément assouplis vis-à-vis de l'URSSAF, et on aura également peut-être de la part de l'État un accompagnement financier et fiscal. Si jamais Patrick Seguin ne nous répond pas, on essaiera d'être avec lui peut-être demain matin. Je me retourne vers Antoine qui est du côté de la régie. Pas de panique, s'il n'est pas avec nous, on fait en sorte de l'avoir demain matin. Pour le moment, on est avec Diane qui est avec nous. Bonjour Diane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Diane. Comment allez-vous et dans quel coin vous situez-vous? Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer. Voilà. Je vous téléphone parce que je coche les 3 critères de ce que vous demandez. C'est-à-dire en 2023, nous avons eu le feu sur Saint-André-Argelès. Il était très gros. Ma maison a été brûlée, l'arrière de ma maison a été brûlée, ainsi que mon métier, mon travail. Mon mari est bûcheron, donc tout le dépôt de bois, la machine ont brûlé. Les seules aides que nous avons eues, c'est l'URSSAF. C'est-à-dire, alors attendez, on prend dans l'ordre, Diane. C'est-à-dire que la forêt, forcément l'incendie, a, j'imagine, privé totalement votre mari bûcheron d'un outil de travail. Vous avez demandé des aides ou l'État a promis des aides. Quand vous dites vis-à-vis de l'URSSAF, c'était quoi uniquement, j'imagine, un délai par rapport au paiement, non? Non, l'URSSAF, c'est le seul organisme qui, les impôts, l'État, la région n'a pas répondu. C'est le seul qui a répondu, c'est l'URSSAF. Ils ont répondu en donnant les trimestres à mon mari parce qu'on ne pouvait plus payer. On n'avait plus de travail pendant quelques mois, donc ils nous ont laissé les trimestres et comme si on les avait cotisés et payés. Ils nous ont aidés sur ce côté-là. Et il y a une aide que l'URSSAF ont mis en place pour aider les sinistrés, qui nous ont pu nous donner un peu d'argent. Elle nous a donné un peu d'argent. C'est le seul organisme qui est super, qui nous a aidés. L'État et la région sont venus se montrer à la télévision, mais ils n'ont rien fait. Même le maire d'Argelès n'a rien fait. D'ailleurs, il a été sauté. Après, donc voilà, ma maison a été reconstruite. Et il y a eu à côté de moi, il y a une autre bûcheron qui a brûlé la maison. Il y a eu 9 maisons qui ont brûlé. Et les assurances ont répondu, personne ne les a aidés. Après, ça, je veux dire, et on passe par des périodes très, très, très dures. Après, il y a eu ma fille qui est pompier. Elle est pompier volontaire. Là, actuellement, on demande des pompiers. Attendez, je vais vous expliquer. Elle est pompier volontaire depuis 14 ans. 14 ans et demi, elle allait faire ses 15 ans. Non, plus de 20 ans, parce qu'elle a demandé ses 20 ans de pompier. On le lui refuse. On le lui refuse, les 20 ans de pompier, parce qu'on la met en mise à pied. En juin, ils l'ont mise à pied. C'est-à-dire, on lui renouvelle pas le contrat en fin d'année. Vous savez le motif? Parce qu'elle est pompier volontaire et qu'elle ne fait pas assez de garde. En plein divorce, problème familial, elle ne fait pas assez de garde. Donc 20 ans. Et attendez, en juin, elle a les capacités, elle a tout, et on lui dit, vous ne pouvez pas aller au feu.
vous restez dans un camion, mais vous ne pouvez pas aller au feu. Et c'est pas la seule. Je peux vous dire que dans la région, c'est pas la seule qui se passe ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils ont du métier, qu'ils peuvent y aller et qu'ils ont envie d'y aller, mais on les fait à mise à pied tout simplement parce que ils ne prennent pas assez de garde avec leur travail, parce qu'ils bossent à côté. Ils ne prennent pas assez de garde. Donc ils doivent faire le métier d'un professionnel. On leur oblige pratiquement de faire des métiers de professionnels amateurs, pas payés, parce que c'est pas grand-chose de payer. Et en plus, on vient de leur réduire. Il y a 2 ans, on leur a réduit la retraite. C'est-à-dire qu'ils cotisent tous les mois. Et on leur a réduit les retraites, c'est-à-dire qu'on a comptabilisé des retraites des pompiers volontaires, on leur a sucré. Donc oui, je mets la faute à Macron. Oui, je mets la faute à Édouard Philippe. Oui, je mets la faute à Manuel Valls. Vous préparez le débat qui arrive dans quelques minutes, là, Diane. Vous anticipez déjà, mais simplement. C'est les 3 critères que je fais. Non, mais bien sûr, et vous avez raison de nous passer un coup de fil, Diane. Mais il y a aussi quelque chose dans ce que vous dites. Votre fille actuellement, qu'est-ce qu'elle fait là? J'imagine qu'elle accepte. Pompier. Oui, non, mais ça j'entends, mais ça veut dire qu'avec tout la situation que vous nous avez décrite, elle est quoi? Elle est dans un camion, elle reste spectatrice, ou finalement ils l'ont mobilisée? Alors attendez, elle est en caserne. Elle est en caserne, et je peux vous dire même la caserne que c'est le boulot. Elle est en caserne. Et le chef lui a enlevé la mobilisation pour pouvoir aller sur le feu, alors qu'elle a l'expérience. Elle prend les voitures et elle prend les voitures, elle va prendre les voitures et elle fait des tours de voitures pour voir s'il y a des feux. Elle part en second. Elle peut plus partir en premier, elle est obligée de partir en second s'il y a un feu. Voilà, elle a 20 ans d'expérience et on lui refuse le truc de 20 ans parce qu'elle ne prend pas assez de garde. Non, mais c'est hallucinant ce que vous nous racontez, surtout quand on sait que 80% aujourd'hui des rangs des pompiers sont précisément comblés par ces courageux ou ces courageuses sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est pas la seule. C'est pas la seule. Je peux vous dire que c'est pas la seule. Et en plus, c'est pas la seule. Donc quand vous les entendez, ces bureaucrates qui sont chefs, c'est des bureaucrates et qui sont dans un bureau et qui ne savent même pas faire le 3/4 quand vous avez un accident, qui ne savent même pas faire du bouche à bouche ou du crise cardiaque. Ils ne savent même pas le faire. Ces bureaucrates, ces chefs. Mais vous avez raison de passer un coup de gueule, Diane, parce que quand on voit l'urgence de la situation, c'est comme à l'instant le maire de Cestas qui nous explique qu'il n'a pas pu faire des pare-feux à temps uniquement parce qu'il n'y avait pas la bonne signature en dessous des documents. Ça donne envie de tout casser. Il faut se dire les choses. Voilà, et en plus on leur sucre la retraite. Il y a 2 ans de ça, on leur a sucré, on leur a comptabilisé de la retraite, on leur a sucré. Au nom de quoi? Au nom du budget. Oui, mais bien sûr. Vous avez raison, Diane, c'est absolument affolant, c'est rageant et c'est désespérant cette situation. C'est que des pompiers volontaires. Mais bien sûr, Diane. Vous voyez les pompiers professionnels, que eux ne sont pas emmerdés, que eux refusent des missions et qui laissent tout aux pompiers volontaires, que eux ils bossent à côté, c'est simplement et ils ne devraient plus avoir de vie de famille. On leur oblige pratiquement à ne plus avoir de vie de famille. De toute façon, il n'y a rien qui va avec les pompiers quand on voit le prix qu'ils sont payés, quand on voit la situation en effet que vous décrivez, avec qui plus est le fait qu'ils soient obligés de combiner 2 vies et c'est comme ça qu'on les traite, c'est absolument scandaleux et c'est même totalement révoltant. Merci beaucoup, Diane, d'avoir été avec nous et je vous remercie de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300 pour passer, là on l'a bien compris dès le début de semaine, un véritable coup de gueule, Diane, et sur ce que vous avez évoqué, la responsabilité parfois de certains politiques. On va se la poser cette question parce que vous avez entendu depuis quelques jours désormais, quand on voit ces feux affolants, la question des Canadair, la question du manque d'équipement des pompiers, la question du manque de véhicules des pompiers. Est-ce que finalement tout ça, ce n'est pas la faute à Macron? Certains l'accusent, que ce soit d'avoir sucré le budget, de ne pas avoir suffisamment anticipé les Canadair. Est-ce la faute à Macron quand on s'intéresse au manque de moyens contre les incendies? On en parle avec vous et avec nos débatteurs qui arrivent en studio au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à midi pour débattre, pour discuter, pour échanger en votre compagnie, bien sûr, amis auditeurs, au 0826 300 300. Vous avez également, bien entendu, les réseaux sociaux et vous avez également l'application ainsi que le site sudradio.fr. Autour de la table que je vous les présente, Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-en-Barœul. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Frédéric Vardon, chef et propriétaire du Café Max, avenue de la Motte Piquet et du 39.5 restaurant situé avenue Georges V à Paris. Bonjour, chef.
Bonjour Maxime. Jérôme Dubu, consultant politique et ancien élu de Paris. Bonjour mon cher Jérôme. Et Philippe Bouriaki, conseiller municipal de Orly, conseiller régional d'Île-de-France et 3e vice-président de France Écologie. Laissez-moi vous parler du programme pour l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Comme en Italie, est-ce que la France doit faire la guerre aux racailles? C'est Giorgia Meloni qui a lancé un programme en mobilisant énormément de forces de l'ordre. Elle a décidé de passer dans tous les villages qui posaient problème, dans toutes les gares routières, dans tous les coins où il y avait habituellement des rixes, des manifestations, des affrontements. Et alors, il y a eu de la saisie d'argent, de la saisie de drogue, de la saisie d'armes. Et c'est une opération qu'elle a menée frontalement pendant un mois. Est-ce qu'il faut faire pareil en France? 0826 300 300. Un homme qui plus est le plus riche du monde. En tout cas, parfois, il y a une petite bataille qui s'installe avec Elon Musk et qui est en tout cas le premier homme le plus riche du monde en France. Il s'appelle Bernard Arnault. C'est lui qui est à la tête du groupe de luxe LVMH. Et pendant des mois et des mois, il a participé. Il s'est dit que c'était une bonne initiative de participer à une enquête du journal Le Monde. Il l'a découverte en la lisant ce week-end. Il n'en revenait pas de ce qu'il a lu et donc il a décidé de faire une réponse très drôle. On va vous la faire découvrir dans quelques minutes, mais on découvre qu'en réalité beaucoup de gens détestent Bernard Arnault pour des raisons parfois qui nous échappent. Est-ce que détester Bernard Arnault est un sport national? 0826 300 300. On était ensemble, amis débatteurs, il y a pas si longtemps que ça. On s'interrogeait sur une petite phrase qu'il avait lâchée en interview en disant: en France, de toute façon, nous n'aimons pas la réussite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est d'une manière ce que paye Bernard Arnault là? Et puis, alors qu'il est 10h32, ça va être notre premier sujet du jour. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Mais notre premier sujet du jour, on peut pas l'éviter, notamment si on parle vrai sur Sud Radio, ça concerne les incendies. Les incendies qui viennent tout doucement, qui se transforment tout doucement quand même en sujet purement politique, parce qu'on voit ce qui se passe avec ces flammes spectaculaires du côté de la Gironde, près de 42 000 hectares déjà détruites par les flammes, l'évacuation de près de 250 000 personnes, cette inquiétude, on le voit du côté de Bordeaux, avec une ville qui peut être touchée, 84 sapeurs-pompiers blessés, et il y a toujours cette petite musique quand même que l'État n'a pas assez anticipé, et les Canadair on n'en a pas assez, et les budgets ont été un peu sucrés, et les pompiers avec les différents camions qui ont été détruits, on les a pas remplacés non plus, les pompiers eux-mêmes qui petit à petit gueulent, sachant que 80% de leurs ronds, ce sont des pompiers volontaires, qu'ils sont mal payés, qu'on leur donne pas suffisamment la reconnaissance qu'il faut pour les aider à être volontaires, alors que c'est quand même 80% de leur effectif. Bref, manque de moyens contre les incendies. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute à Macron? 0826 300 300. Jérôme Dubu, est-ce que c'est la faute à Macron? Écoutez, la question est un peu brutale, donc moi je vais essayer de nuancer un peu. D'abord, il y a des tas de gens qui sont en train de souffrir, il y a des pompiers qui sont blessés, il y a des gens qui luttent contre le feu par milliers, rien n'est arrêté, donc il faut être un peu responsable et être raisonnable. Le temps des bilans viendra après. Je pense qu'il faut laisser un certain nombre de gens faire en sorte que ces feux s'éteignent le plus rapidement possible. Néanmoins, il y a quelques questions qu'on peut se poser d'ores et déjà, des questions objectives. Il y a un rapport du Sénat qui a été fait sur les incendies et la lutte contre les incendies. Je parle sous le contrôle d'un assistant parlementaire du Sénat, donc il va pas me démonter, il va pas me contredire. Baptiste Ménard, tout d'un coup, plonge son regard dans le vôtre. Qui a été fait en 2022. Bon. Qu'est-ce que disait ce rapport? Il disait exactement ce qu'il fallait faire. Donc comme souvent les rapports parlementaires. Il y a un certain nombre de prescriptions qui ont été données. 2022, il y a 4 ans. Bon, ça a été classé verticalement. Par exemple, il disait le gouvernement veut supprimer 500 personnes dans l'Office national des forêts. Est-ce qu'on ne peut pas, puisque en 2022 on avait déjà des alertes sur les incendies, etc., est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ces 500 personnes de l'ONF ne soient pas supprimées? Bon, finalement, ils ont été supprimés. Le deuxième constat que je fais, sans polémique, les moyens qui ont été donnés aux conseils départementaux pour lutter contre les incendies. Vous savez que les conseils départementaux, c'est 60% des budgets des sapeurs-pompiers. Bon, des SDIS. Ouais, bien sûr. Les SDIS, ouais. Donc, non, on a continué à étrangler les départements, ce qui fait qu'un certain nombre de budgets n'ont plus pu être consacrés au SDIS. Donc, il y a eu des erreurs, c'est évident, et surtout des erreurs financières. Ça, c'est sûr, et on voit à quel point aujourd'hui, ça pose encore problème. On reviendra au fil de notre discussion sur ce qui marque un peu les esprits, ce sont les fameux Canadair, et on va entendre le ministre de l'Intérieur. On a du mal, en réalité, à comprendre, parce qu'on a une flotte de 12, on nous dit que tous les moyens sont mobilisés, pourtant, quand on l'écoute, on comprend bien que tous les Canadair ne sont pas du tout mobilisés, ce qui pose à nouveau la question et de la souveraineté de ce type de moyens et de la préparation de l'État. Vous, justement,
Monsieur l'assistant parlementaire, Baptiste Ménard, comment vous regardez cette situation? Je ne suis pas là à ce titre, même s'il faut toujours écouter les rapports parlementaires. Et d'ailleurs, il y a eu aussi le rapport de Sophie Pantel à la Commission des Finances à l'Assemblée nationale qui explique aussi la situation. Moi, ce que je voudrais dire, sans taper spécialement là un peu facilement sur le président de la République, c'est que quand même, effectivement, gouverner, c'est prévoir. Et que lorsqu'on regarde la situation, on voit bien qu'il y a eu des défaillances, notamment dans la préparation des risques, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, et ce d'autant plus que nous le voyons bien, les incendies qui étaient jusqu'à il y a encore peu de temps quelque chose d'assez mineur, accidentel, se généralisent. Deviennent totalement dévastateurs. Et avec toutes les problématiques que ça pose, les sapeurs-pompiers, nous en avons malheureusement perdu ces derniers jours, et donc je veux penser à eux et à leurs familles, à l'inquiétude des familles qui voient parfois leur maison réduite en cendres, avec tous les souvenirs et tous les biens qui y sont consacrés, ce qui posera aussi des problèmes d'ailleurs en termes d'assurance. Et effectivement, lorsque l'on cherche des moyens un peu facilement, et bien souvent ce sont les secteurs de prévention des risques qui sont les premières victimes. Et donc la sécurité civile en a été. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut maintenant se mobiliser pour trouver des solutions. Effectivement, moi je pense qu'il faut déjà sanctuariser les moyens liés à la transition écologique. Vous avez parlé de l'office des forêts, l'office de la biodiversité, les moyens de la sécurité civile, la situation des sapeurs-pompiers. Vous avez évoqué la mise sous tension des SDIS. Je rappelle que les pompiers, c'est 80% qui sont des jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Si nous n'avions pas ce volontariat, nous serions dans de grandes difficultés. À peu près 250 000 sapeurs-pompiers, c'est bien insuffisant au regard de la situation. Et je rappelle également que les sapeurs-pompiers sont mobilisés sur bien d'autres tâches que celles sur lesquelles nous avons besoin d'eux en ce moment, sur les incendies par exemple. Je vous interromps, Baptiste Ménard, parce que tout à l'heure, il y a Diane qui nous a appelé en furie. Diane, il y a sa fille qui est sapeur-pompier depuis 14 ans, voire 20 ans. On lui a refusé de lui renouveler et de lui accorder ce titre de pompier qu'elle est depuis 20 ans, sous prétexte qu'elle faisait pas assez de garde, alors qu'elle a une vie à côté. Et là, actuellement, elle ne peut pas partir sur le front uniquement parce qu'il y a visiblement des problèmes hiérarchiques, c'est-à-dire qu'elle est seulement en deuxième. Donc on a des gens qui s'engagent, qui aident les pompiers au quotidien, et Diane qui forcément nous appelle en colère en disant, et en plus tous ceux qui ont l'expérience, etc., sont dirigés par des bureaucrates qui vous expliquent que votre job, c'est de faire le tour des incendies en bagnole pour les alerter. Donc il y a ça aussi, je pense, quelques problèmes hiérarchiques. Honnêtement, on va pas cracher sur les SDIS parce que ils font un boulot considérable. Qu'il y ait des petits problèmes internes, c'est non, mais sauf que ça, c'est pas qu'interne. Là, c'est un exemple, Jérôme. Mais derrière, ça peut arriver partout. Honnêtement, les SDIS, moi, je les ai vus fonctionner sur la forêt de Fontainebleau, le SDIS départemental du 77, puisque maintenant je suis élu de la communauté d'agglomération de Fontainebleau. Je peux vous dire que c'est remarquable. C'était des volontaires, ils sont allés au feu, ils ont combattu, ce sont des soldats. Ah ben ça, c'est sûr, les fameux soldats du feu. 0826 300 300. Est-ce que le manque de moyens qu'on observe contre les incendies, c'est la faute à Macron, comme dirait l'autre, Frédéric Vardon? Ça, j'en sais rien, moi. Franchement, tellement compliqué que j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est nous sommes une puissance nucléaire et qu'on se fait déborder par un feu. Tout ce que je sais, c'est que le président Chirac, en septembre 2022, si ma mémoire ne faillit pas, a dit « La maison brûle et on regarde ailleurs ». 2002. Pardon. Et là, s'il n'était plus... Non, pardon. 2002, la maison brûle, on regarde ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que quand un agriculteur veut curer un fossé pour pouvoir permettre à l'eau qui, naturellement, depuis des décennies s'écoulait, il se tape une amende parce que il va détruire une grenouille. Donc quand il y a des inondations, ça va partout. Tout ce que je sais, c'est que je vois qu'il fallait débroussailler et puis faire attention quand on construisait et mettre des barrières de X mètres. Oui, ça a peut-être été fait au début, puis c'est pas fait. Enfin, il y a un moment donné, je crois qu'il y a des réglementations, je crois qu'il y a des lois, je crois qu'il y a plein de choses. Et je voudrais savoir pourquoi elles sont pas appliquées et pourquoi on protège pas plus que ça. Enfin, que font alors il y en a qui font les lois, très bien. Bon, la popote est bonne puisque tout le monde veut y aller. Ok, super. Mais ceux qui doivent faire respecter les lois, ils font quoi? Parce que il y a un moment donné, faut quand même un peu se dire que on a peut-être fauté, on a peut-être manqué. Alors aujourd'hui, c'est pas le moment de jeter tout ça en pâture. Ok, c'est certainement pas ça. Aujourd'hui, il faut quand même dire que
Quand même, merci aussi parce que les pompiers souffrent, les volontaires et les professionnels, les habitants souffrent et les agriculteurs qui souffrent aussi sont là et ils les aident parce qu'ils font comme ils peuvent, et ils aident, et qu'aujourd'hui il faut l'éteindre ce feu, il faut faire un maximum. Moi, je sais pas si on a assez de Canadair, pas assez, je sais pas le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve devant une réalité climatique qui aura bien d'autres incidences que de savoir s'il y a 45 000 hectares qui ont été brûlés. Ça c'est sûr, surtout que là aussi, si on ne se prépare pas aux prochaines années, il va falloir se préparer, je sais pas, à cette situation, mais en tout cas à revivre ce type d'épisode de manière dramatique à chaque fois. Philippe Bouriaki. Non, parce qu'on n'aura plus de forêt, si ça continue comme ça. Moi, je vais défendre le président de la République. C'est pas la faute à Macron. Le président préside, le gouvernement gouverne. Qui gouverne? C'est pas Macron. Donc c'est la faute à tous les ministres qui sont passés avant et qui ont l'expérience, en tout cas. Connaissant Macron, je peux vous dire qu'il préside et il gouverne. Oui, c'est ça le truc. Il n'y a pas de différence. Je vous laisse libre de vos propos. L'application de la 5e République, et c'est la sauce Macron. Non, sur ce coup-là, c'est Gabriel Attal qui a signé un décret pour refuser de Canadair. Je ne vais pas lui tirer dessus non plus. Mais à un moment donné, il faudrait juste savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on met nos moyens. Revenons sur ces pompiers volontaires. Comment on fait pour aider les entreprises à libérer le personnel? Moi, je remercie Sérieusement, ce week-end, moi, quand j'ai vu les images de solidarité nationale, j'ai été fier d'être français. Je me dis, voilà, ça, c'est la France que je connais. On a vu des restaurateurs venir faire la gamelle pour les pompiers. On a vu des gens appeler les mairies et dire, on est prêt à accueillir des vacanciers chez nous. Il y a des gens qui ont dit, moi, je remonte sur Paris ou un tel, je suis prêt à faire du covoiturage. Cette force, cette générosité qui est notre pays, elle s'est démontrée dans le silence. Comment on fait au niveau national pour être solidaire avec ceux qui sont solidaires? Des exonérations d'impôts, des bons d'essence. Tout le monde essaie de faire à sa manière comme il peut. On a vu ces agriculteurs remplir les citernes et aller donner aux pompiers. On leur a pas envoyé les CRS là, heureusement d'ailleurs, mais quand même. Oui. Bon, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, ça va revenir, vous inquiétez pas. Sûrement. Mais justement, il faudrait pas que ça revienne. Il faut qu'à l'issue de ça, une fois qu'on aura vaincu cette guerre contre le feu, et merci à nos pompiers, et y compris à nos pompiers volontaires, elle est où la reconnaissance, le statut, ils sont où les années de crédit ou de trimestres supplémentaires pour la retraite? Elle est où la revalorisation de leur intervention lorsqu'ils font des gardes? Enfin, tout ça, il faut vraiment arrêter de faire un rapport sur un rapport. Et puis maintenant, il faut prendre des décisions. Mais qu'on mette des gens sensés autour de la table, et surtout des professionnels. Moi, j'ai vu le lieutenant-colonel, le porte-parole des sapeurs-pompiers professionnels, qui disait, mais pour commander des compotes, il faut que je remplisse 3 CERFA, et si j'ai pas la signature, c'est mort. Mais ça fait partie de ça aussi, le manque de moyens, ça passe par une certaine rapidité administrative. Tout à l'heure, on était avec le maire de Cestas, il était en train de construire des pare-feux, il a dit, oui, là, sauf que le problème, c'est qu'il y a 2 jours, on a dû évacuer la commune. Et le sujet, c'est que moi, j'aurais adoré faire des pare-feux il y a déjà quelques temps, mais j'avais pas les bons papiers. Donc, on est quand même toujours dans un royaume qui ressemble à l'Absurdistan en France. Le manque de moyens contre les incendies, est-ce que c'est la faute à Macron? On va reparler quand même des Canadair avec les propos que tenait le ministre de l'Intérieur il y a pile une semaine à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, on pourrait avoir la sensation que ça a mal veillé. À tout de suite sur Sud Radio. Team Liedo. On poursuit la discussion qui est animée en studio ce matin avec Baptiste Ménard, Frédéric Vardon, Jérôme Dubu, Philippe Bouriaki. On s'interroge sur ces incendies, bien sûr, qui ravagent la France avec ces conséquences qu'on connaît, qui vont pas tarder aussi à être économiques. Les conséquences avec les CCI partout. 3 réunions interministérielles, dont une qui a commencé il y a maintenant 45 minutes avec le président de la République. Et on se pose cette question quand certains déjà dénoncent le manque de moyens, les Canadair, les pompiers, la rémunération, ou même tout simplement l'Absurdistan dans lequel on se trouve. Tout à l'heure, le maire qui nous explique qu'il voulait faire des pare-feux, mais il n'a pas eu les papiers signés à temps. On a quand même l'impression de vivre dans une autre dimension. Est-ce que quand on observe ces manques de moyens contre les incendies, on peut dire que c'est la faute à Macron? 0826 300 300. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Stéphane. Alors, est-ce que pour vous, c'est la faute à Macron? Dites-nous. C'est la faute à Macron ou pas, je sais pas, parce que ça fait des années qu'on est prévenu de tout ça, et il n'y a pas que le président Macron qui a été au pouvoir, etc. Enfin, je pense que c'est tout un concours de petits chefs qui fait qu'aujourd'hui on en arrive là. Je pense qu'il y a trop d'intermédiaires entre le président, justement, les élus, et puis les maires, et puis voilà, les préfets.
C'est-à-dire qu'à force de créer plein d'agences ou des choses comme ça, du coup, c'est chacun doit justifier, je pense, son salaire, donc doit mettre en place le formulaire qu'il faut remplir pour avoir telle ou telle chose. Sachant que Stéphane, c'est aussi intéressant de vous avoir ce matin, parce que vous avez été pompier de Paris pendant près de 17 ans. Est-ce que vous avez observé justement la manière dont on pouvait, non pas traiter, mais la manière dont étaient incorporés ces fameux 80% de pompiers volontaires en termes de moyens aussi? Est-ce que vous avez vu une baisse de moyens sur des luttes contre les incendies? Est-ce que vous aviez bien vu parfois, je sais pas, un peu d'égarement de la part des autorités? Racontez-nous. Alors moi justement, c'est la différence, la particularité des sapeurs-pompiers de Paris, c'est que c'est une unité militaire, donc on n'a jamais manqué de moyens, parce que si jamais on manque de moyens, c'est le personnel. On sait pourquoi on signe et on sait. C'est un métier d'engagement, c'est-à-dire que après nous, on n'a jamais été. J'ai jamais eu le sentiment d'avoir été lâché par la hiérarchie. Au contraire. C'est-à-dire que Après, pour parler des sapeurs-pompiers volontaires, il faut savoir que chez les sapeurs-pompiers de Paris, il y a énormément de provinciaux. Donc c'est des gens qui sont issus de la formation, donc je vais parler civile, donc qui ont été jeunes sapeurs-pompiers et qui sont encore sapeurs-pompiers volontaires en même temps de leur activité de sapeurs-pompiers de Paris. Et c'est des gens qui leur aspiration, c'est de un jour revenir dans leur département. Après moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté l'institution, 8 ans que j'ai quitté l'institution. Donc peut-être que ça a évolué. Mais ce qui a motivé mon appel, c'était surtout pour réagir aux propos que Diane a tenus tout à l'heure par rapport à sa fille. Oui. Et je pense que à mon avis, après c'est de l'analyse et de la spéculation, parce que je connais pas du tout la vie de sa fille et de cette dame. Mais je dis pas de sa bonne foi, mais je pense pas qu'aujourd'hui, par technocratisme, les F10, ils empêchent des gens, surtout aujourd'hui, d'aller au feu. Juste parce qu'elle n'a pas monté ses gardes. Je vais parler du contexte actuel. Après, il faut s'assurer aussi que est-ce qu'il y a des sapeurs-pompiers volontaires qui sont pas aptes à aller au feu, mais est-ce qu'ils ont l'aptitude physique pour aller au feu? Oui, c'est sûr, il ne s'agirait pas après de les mettre en danger, ça c'est une évidence. Exactement. Il vaut mieux se priver d'un sapeur-pompier, même s'il a l'expérience quoi que ce soit. S'il n'a pas l'aptitude pour des conditions physiques ou médicales, c'était plus dangereux d'envoyer quelqu'un sur un terrain. C'est une évidence. Après, on peut aussi entendre, et je pense que c'est ce qu'on a entendu avec le témoignage de Diane tout à l'heure, on peut aussi entendre une maman qui ne comprenait pas pourquoi sa fille ne pouvait pas se porter volontaire alors qu'elle en avait l'envie, surtout après près de 20 ans d'engagement. Vous avez raison de mettre ce contexte sur la table. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir passé un coup de fil sur Sud Radio 0826 300 300. En plus de poursuivre notre conversation, messieurs, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le sujet quand même avec cette histoire des Canadair. On n'arrête pas d'entendre que la France a une flotte de 12 Canadair. Bon, le problème c'est que là qu'on n'en voit pas 12. On sait qu'il y en a actuellement 7 en activité, seulement, et je le mets entre guillemets, 4 du côté des Landes. Mais j'ai retrouvé une prise de parole du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'était à l'Assemblée nationale. Question au gouvernement. C'était la semaine dernière, il y a presque pile une semaine. Et écoutez ce qu'il dit quand on l'accuse et quand on explique que le gouvernement actuellement n'a pas le moyen de ses ambitions face aux incendies. Nous avons actuellement une flotte de 12 Canadair. Nous avons 8 avions Dash, dont 6 ont été livrés entre 2019 et 2023. Nous louons des moyens aériens. Nous avons 10 avions bombardiers d'eau, dont 6 qui ont une capacité de 3500 litres. Nous avons 6 avions légers. Nous avons des hélicoptères également qui sont bombardiers d'eau. Au total, nous avons une flotte qui est une quarantaine. Le budget qui a été consacré à l'ensemble de la flotte aérienne a augmenté de manière significative, ce qui nous permet d'avoir une des flottes européennes parmi les plus performantes d'Europe. Ça, c'est la défense, c'était face aux députés, mais hier soir, le ministre de l'Intérieur était sur France 2 et on lui dit, mais attendez, je comprends pas, il y a une flotte de 12 Canadair, les Landes sont en train de cramer et on n'a que 4 Canadair. Voici ce que répond le ministre de l'Intérieur. Il y a eu au mieux, arrêtez-moi si je me trompe, 4 Canadair actifs en Gironde et dans les Landes. Ça semble dérisoire quand on voit ces images d'apocalypse. Non, ces chiffres sont faux. D'abord, vous avez 12 Canadair, nous avons une flotte de 12 Canadair qui contiennent 6000 litres. Nous avons aussi des Dash. Nous avons 8 avions Dash qui ont été acquis d'ailleurs entre 2019 et 2023, d'où les budgets que je vous citais en augmentation importante. Et puis nous louons des avions Tractor, nous louons des hélicoptères bombardiers d'eau. On les a vus en images. Bref, manque de réponse quand même un peu de la part du ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce sujet des Canadair n'est pas quand même entièrement et très politique, très inflammable, sans mauvais jeu de mots, Jérôme Dubuc? Oui, je veux dire qu'il n'y a pas que les Canadair. Alors c'est un sujet très important, mais il n'y a pas symbole, que ça. Vous connaissez la politique tout à fait, tout le monde, Jérôme Dubuc. C'est un symbole, les Canadair. En 2022, on a eu l'année record des incendies en France. C'est-à-dire qu'on a, il y a 60 000 hectares qui sont partis en fumée. Il y a eu 19 000 incendies. Ça a été une année record. C'était il y a 4 ans. Ça aurait dû servir d'alerte.
C'était l'année où on a flambé beaucoup plus. Bon, aujourd'hui, on est déjà à 120 000 hectares, c'est-à-dire le double déjà, et la saison n'est pas terminée, le double constaté de 2022. Ça aurait dû servir d'alerte, effectivement. Alors, on ne construit pas un Canadair en 2 ans, bien évidemment, c'est beaucoup plus long, parce que la filière industrielle du Canadair a été mise par terre, faute de clients. L'Europe en a acheté un certain nombre, mais ça n'a pas suffi. Donc il faut reconstruire. Ça rappelle exactement l'affaire des masques pendant le Covid. Mais totalement. On constate qu'on a détruit. C'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant du tout. Qu'on a détruit notre filière industrielle de construction. Alors là, c'était les masques. Aujourd'hui, c'est les Canadair. Et on s'aperçoit que effectivement, on est désarmé. Et plus on va tirer le fil, plus on va s'apercevoir qu'on est à poil. Parce que pardonnez-moi, ça a commencé par les masques lors de la crise Covid. Après, on s'est aperçu que c'était la production de Doliprane. Après, on s'est aperçu que c'était les seringues. Après, on s'est aperçu que c'était n'importe quel équipement médical qui venait finalement de Chine. Il faut une catastrophe pour s'apercevoir que nos filières industrielles sont par terre. La France, Philippe Bouriaki, je vous voyais opiner du chef, si je me permets. Mais on n'a plus de souveraineté nationale pour notre propre sécurité. Sécurité des biens, sécurité du personnel, sécurité des matériels. On devrait mobiliser, et je les entends, moi, je suis toujours en contact avec des frères d'armes qui disent, nous, notre opération, effectivement, c'est d'aller à l'extérieur, mais on doit aussi lutter contre les ennemis de l'intérieur. Et les militaires sont prêts. Ils demandent qu'à être mobilisés. Je comprends pas, et c'est pas le moment de tirer sur qui que ce soit. Lorsqu'on a des gens qui perdent tout, vous avez vu comme moi ces images en Gironde où voilà des villages entiers ont été rasés, des villes qui commencent à souffrir, mais en situation de crise ultime. Il faut on a du matériel militaire, notamment ce week-end, a été un peu déployé. Ça a été annoncé par Sébastien Lecornu. 1500 hommes. Et moi, je remercie aussi les entreprises de travaux publics, parce qu'on n'en parle pas, mais ils ont fourni non seulement du matériel, mais aussi du personnel pour pouvoir dégager avec leur bulldozer et faire ces grandes tranchées pour éviter qu'un feu passe d'un côté ou de l'autre. Le seul problème, c'est que comme avec le vent, les braises, elles peuvent se retrouver à quelques dizaines de kilomètres plus loin. Donc là, ça devient très compliqué. Mais là, envoyons l'armée pour pouvoir venir. Oui, mais les militaires ne peuvent pas aller au feu. Ils peuvent aider, ils peuvent faire en sorte qu'on puisse avoir une sécurisation des villages qui ont été évacués par les militaires, des avions d'armée de l'air, mais on ne peut pas les envoyer au feu, ça c'est pas possible. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas concernant l'armée, peut-être qu'il y avait là aussi de l'ordre de la symbolique, je sais pas moi, de les voir sur le terrain, d'aider à l'évacuation de certains nombres de choses. Ça aurait pu faire partie. Moi, je me doute qu'ils sont prêts. Tous mes frères d'armes m'ont dit, on est prêt à faire, y compris de la sécurisation pour éviter que je vais le dire le mot, des salopards aillent piller les maisons de ceux qui sont parce que ça va arriver dans les prochains jours. C'est possible par les militaires, mais les envoyer au feu, c'est impossible. Mais une fois de plus, on voit bien l'organisation que ça demande. Peut-être un coup de main militaire ne serait pas de trop. 0826 300 300. C'est vous, Olivier, qui nous appelez. Bonjour. Oui, bonjour à vous et merci de me laisser quelques instants. Je voulais simplement réagir effectivement sur la question que vous avez posée. Est-ce que c'est la faute de Macron ? La responsabilité effectivement du président. J'entendais tout à l'heure, je caricature, mais c'est pas lui, ce sont les gouvernements successifs. Pour moi, les gouvernements sont quand même, le Premier ministre a priori est nommé par le président de la République et applique depuis une dizaine d'années quand même la politique macroniste. Donc là-dessus, c'est bonnet blanc et bonnet. Ce que je voulais dire simplement, c'est que ce sont des choix budgétaires. Oui, gouverner, c'est prévoir certes, mais on sait qu'on a 3 000 milliards de dettes de déficit, qu'on n'est plus effectivement la 5e puissance mondiale, je l'entends bien. Pour autant, je pense qu'à un moment donné, les choix doivent se porter sur le régalien. On évoquait par exemple les climatiseurs il y a quelques semaines par rapport à la canicule dans les EHPAD et voilà. Et c'est la même chose avec la flotte actuelle de Canadair, de Dash, etc. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on se renforce sur le régalien de manière impérative. Et effectivement, décentraliser la dette au niveau des régions, ce qui est le cas actuellement, et de l'ensemble des collectivités territoriales, ne résoudra pas le problème. Donc ce qui est impératif aujourd'hui, c'est forcément de pouvoir faire des choix. Et évidemment, les Français font le rapprochement avec toute une série de dépenses qu'ils considèrent en tout cas comme des gabegies. Il y a eu des débats, alors j'en prends, mais sans porter, sans être partisan, mais je dirais sur France Télévisions, sur le pilote de Canadair évoquait effectivement les 2 milliards sur la Seine. Alors il y a des choses qui sont peut-être mal à propos, mais effectivement on peut se poser la question des priorités. Lorsqu'on converse des centaines de millions d'euros par exemple sur le CNC,
c'est important la culture, certes, bien entendu, mais je veux dire, quand on a des dizaines de milliers d'hectares qui brûlent, où est la priorité ? Et évidemment, quand on a une flotte, on l'entretient. Sur le papier, en théorie, on a tant d'appareils, bien entendu, les questions de maintenance, d'équipement. Ouais, et puis là, on voit en effet tout à l'heure, là où vous avez raison Olivier, tout à l'heure, enfin hier soir précisément, quand on l'a entendu il y a quelques minutes, le ministre de l'Intérieur, il dit pas il y a les 12 Canadair mobilisés, il dit on a une flotte de 12. Ouais, bon, ça c'est très bien, mais ça résout pas le sujet. Je vous vois trépigner depuis tout à l'heure, chef Frédéric Vardon. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je trouve ça, j'écoute ce que dit le monsieur en ligne et c'est vrai que on est un pays riche quand même, on dépense beaucoup d'argent dans beaucoup de choses et en fin de compte ce qui va nous permettre de survivre peut-être et de vivre, on dépense pas, enfin on fait rien, les forêts on en aura peut-être plus beaucoup parce que là il va quand même falloir plus de 2 ou 3 décennies pour la refaire et puis la question va se poser, est-ce qu'on va refaire, est-ce qu'on va replanter des pins, est-ce qu'on va refaire la même chose, parce que moi je voudrais bien savoir ce qui a été planté après les derniers incendies, est-ce qu'on a replanté la même chose, la réponse est à 98% je pense oui, on a replanté la même chose et donc les mêmes choses vont produire les mêmes effets, donc il y a un moment donné notre climat change. On devient un pays, entre guillemets, du Sud, et ça va pas s'arrêter. Non. Faut peut-être changer de paradigme. Ça c'est sûr. Et regardez, avant de vous donner la parole pour conclure la conversation, sur ce sujet en tout cas, Baptiste Ménard, il y a Patrick par exemple qui nous disait et qui nous a envoyé un mot là aux équipes de Sud Radio, qui nous expliquait que lui était un ancien d'une grande entreprise d'aviation sans la citer, et qui nous expliquait que pendant des années et des années, ils avaient demandé à faire des hélicoptères anti-feu et l'État a toujours refusé de l'acheter de ces hélicoptères. Résultat, c'est ces mêmes hélicoptères qui aujourd'hui sont loués. Et surtout qui sont loués. Donc en plus on dépense de l'argent pour les louer parce qu'on a refusé en réalité de les construire il y a des années et des années. Ce qui est vrai, c'est que encore une fois on donne le sentiment que l'avenir a été sacrifié au présent. Et je rappelle quand même que depuis 2024 et la dissolution et l'absence de majorité au Parlement, c'est pas faux. Les choix sont quand même très compliqués. Parce que je voudrais quand même aussi à un moment donné, il faut que chacun regarde dans sa chacunière et que chacun constate aussi les responsabilités qui sont les siennes. Chacun regarde dans sa chacunière. Vous la noterez, c'est ma formule. C'est sûr. Je l'offre. Et par contre, je voulais dire très rapidement quand même par rapport à notre auditeur, même si je pouvais, partager un certain nombre de ses propositions, je pense qu'il faut faire aussi attention. Par exemple, on dit il faut retrouver de l'argent, donc on tape sur la culture. La culture fait déjà partie des secteurs plus que mis à contribution qui ont vu leur budget extrêmement réduit et ce n'est pas sans poser d'autres problèmes. Donc moi, j'invite simplement à ce que chacun prenne ses responsabilités. Le moment n'est pas la petite polémique politicienne, elle est à la responsabilité, saluer l'action des sapeurs-pompiers, la mobilisation des acteurs de l'État. Et on verra en effet pour le bilan en temps et en heure. Exactement, c'est en 2027. J'attends certainement, et j'attends d'ici septembre peut-être mettre une commission d'enquête sur tout ça. On aura le temps de le voir venir sans aucun doute. Encore Baptiste Ménard, commission d'une commission. Jérôme Dubuc, Philippe Bouriaki et un rapport qu'on enterrera. Et encore un rapport qu'on enterrera. Dans un instant, la suite des discussions à 11h avec cette tablette choc, on va se poser la question, une réponse de Bernard Arnault par rapport à une enquête qui a été réalisée sur lui à un journal. Il a répondu avec beaucoup d'humour, mais on se pose cette question, nous, est-ce que détester Bernard Arnault est un sport national? Est-ce qu'on a des raisons de le détester? Après tout, Bernard Arnault, mais on verra. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, 13h, Maxime Liédo. Ça débat, ça se chamaille, ça échange des arguments. Vous êtes bien sur Sud Radio, on parle vrai. 0826 300 300 pour participer à la discussion. Autour de la table, Frédéric Vardon, Jérôme Dubuc, Philippe Bouriaki, Baptiste Ménard. Après avoir évoqué bien sûr cette situation, la responsabilité aussi politique avec les incendies, on va parler peut-être d'une autre responsabilité politique, celle qui serait à l'origine d'une détestation. C'est la détestation de l'homme le plus riche de France et parfois qui peut même se disputer la place de l'homme le plus riche du monde. Bernard Arnault, le détester, est-ce que c'est un sport national? Après une enquête d'un média, il répond, il rappelle accessoirement tout ce à quoi il contribue. Premier groupe en France, il fait travailler quand même un certain nombre de personnes. Bernard Arnault, il le rappelle aujourd'hui, c'est près de 220 000 collaborateurs, c'est 40 000 personnes qui travaillent en France pour LVMH, c'est près de 40 milliards d'euros qu'il a versé au trésor public depuis qu'il a repris ce qui n'était que Boussac en 1984. Il rappelle aussi qu'il a donné de l'argent pour la reconstruction de Notre-Dame, 200
millions d'euros, qu'il a offert 50 millions d'euros encore récemment à l'Institut de recherche polytechnique, qu'il a offert la Fondation Louis Vuitton, qui aujourd'hui est à l'origine d'être un groupe et en tout cas un lieu de tourisme important avec 1,5 million de visiteurs annuels. Mais bon, visiblement, on adore détester en France Bernard Arnault. Un débat fiscal, tapons sur Bernard Arnault. On a quelque chose qui ne va pas dans le pays, tapons sur les plus riches, dont Bernard Arnault. Est-ce qu'aujourd'hui, détester Bernard Arnault est un sport national ? 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Et on se pose la question autour de la table. Je me tourne vers vous, Jérôme Duveux. Est-ce que oui, détester Bernard Arnault est un sport national ? C'est à cause de Bernard Arnault aussi. Mais oui, 7h, 9h. Mais bien sûr, exactement. Tout ça n'est que manipulation et ingérence de toute façon. Moi, je dirais merci Bernard. Parce qu'il faut voir ce qu'il apporte à la France. Alors vous l'avez dit assez rapidement, c'est effectivement le premier groupe français, c'est 200 000 salariés, c'est un chiffre d'affaires, alors qui est fait à 90% à l'étranger. C'est ça qui doit gêner nos amis critiques. Effectivement, il n'y a que 10% de son chiffre d'affaires qui est fait en France. Donc le rapport, et pourtant il paye 40% de ses impôts en France. C'est tout. 10% du chiffre d'affaires, 40% de ses impôts en France. Bon, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut rappeler à des gens qui sont idéologisés et qui sont dans la lutte des classes. Moi, j'essaye à mon petit niveau de le faire, mais j'avoue que je suis un peu fatigué. Je pensais qu'on avait progressé de ce point de vue-là, que depuis un certain nombre d'années, depuis les années 80, la gauche, une certaine partie de la gauche avait bien compris que l'économie était prioritaire et que d'abord, pour redistribuer, il fallait créer des richesses. C'est mieux. Eh bien non, je ne vois que, malheureusement, contestation, lutte des classes, haine. Vous avez vu ce tweet ignoble hier qui était fait par un député LFI sur soi-disant les riches du Cap Ferret. Oui. Le Cap Ferret flambe, mais on accuse des riches et on dit qu'ils ne payent pas d'impôts. Enfin, c'est stupéfiant. Dans quel monde sommes-nous ? Et Bernard Arnault, c'est la même chose. C'est cette haine. Totalement démesuré pour quelqu'un qui a totalement réussi. démesuré. Je pensais que c'était passé, eh bien non. Baptiste Ménard, je vous vois avec un petit sourire carnassier. Non, mais écoutez, moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise ces sujets-là, parce que le côté j'aime pas Bernard Arnault, finalement, n'a pas beaucoup d'importance, me semble-t-il. La question qui est sous-jacente et que lui personnifie quelque part, c'est celle de savoir si les plus riches d'entre nous contribuent à la hauteur de leurs moyens. Mais moi, quand j'entends 40 milliards depuis 1980, encore une fois, je personnifie pas à Bernard Arnault, mais c'est ça le sujet. Parce que lorsque l'on évoque, par exemple, tout à l'heure, la question des Canadair et de pourquoi il y a eu des coupes budgétaires dues à un déficit excessif, eh bien, nous savons bien, là aussi les rapports parlementaires le disent, que c'est quand même le fait d'une politique qui a été conduite depuis maintenant plusieurs années par des gouvernements successifs sous la houlette du président Macron, avec des exonérations fiscales majeures aux plus riches d'entre nous, l'ISF, la CVAE et j'en passe. Donc c'est ça que je pense qu'il faut vous avez raison, et on va poursuivre le débat. Mais vous savez, c'était 15 milliards d'euros. Vous savez aussi que quand on voit la somme, aujourd'hui le chiffre de la dette qui est plus de 3500 milliards, et quand on voit les exonérations de charges, on se dit qu'il y a quand même eu des dérapages qui ne sont pas du coup corrects en réalité. Bien sûr, mais ça a quand même contribué à bien creuser la situation. 0826 300 300, est-ce que détester Bernard Arnault est un sport national ? Vous venez participer sur l'antenne de Sud Radio en parlant vrai. Frédéric Vardon, est-ce que c'est un sport national que de le détester ? Moi qui travaille dans une industrie un peu de luxe quand même, pour une partie de mes activités, j'adore Bernard Arnault, et d'ailleurs j'aimerais lui lancer un appel. Peut-il créer une société civile privée pour qu'on ait des Canadair, qu'on nous protège, parce que l'avenir est au feu, donc Monsieur Arnault, si vous pouvez nous aider, ça serait bien. Oui, c'est ça. Mais, franchement. Mais vous aussi, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous pouvez comprendre ce qu'il a dénoncé lui-même il y a quelques semaines dans un podcast, quand il dénonçait au bout d'un moment la haine des plus riches ou la haine de la réussite ? On n'aime pas la réussite. On n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent avec leur travail bien fait, qui en font travailler d'autres. On n'aime pas. Faut retaxer, surtaxer, encore taxer. Et puis pourquoi on leur prendrait pas tout ? Enfin, on a l'impression d'être à la Révolution française. C'est Robespierre qui arrive. Enfin, ça me rappelle, c'est du délire. On est dans un délire. Georges Marchais, quand il disait en 80, lors de sa campagne électorale, alors ça remonte, il disait au-delà de 10 000 francs, je prends tout. C'est exactement ça. Il y a encore des gens qui croient ça, qui pensent que parce qu'on va tondre 1% de la richesse française, on va redistribuer et ça va résoudre les problèmes. Mais ouvrez les yeux.
Ouvrez les yeux. On va peut-être augmenter les y compris le PS avec Monsieur Faure. Les émoluments des parlementaires. Ah ben oui. C'est toujours le parti. Non, mais tout un... Philippe Bouriaki. Et après, Baptiste Ménard pourra se défendre. La parole sur la défense. La défense. Non, on déteste pas les riches. Ils détestent les riches. Qui déteste les riches? Ceux qui font leur beurre sur la classe prolétarienne. Voilà, clairement et simplement. Bernard Arnault, non simplement c'est une image de la France à l'international qui est fantastique, c'est une réussite familiale qui est bluffante, exemplaire et incroyable, parce qu'il est parti de pas grand-chose, et ça on oublie, il a pris des risques de fou, il a passé des nuits à pas dormir. Alors c'est sûr, on va dire, oui, mais en bas, c'est ses salariés. Il n'y a jamais eu de mouvement de grève chez LVMH. Ils ont le CE le plus incroyable du monde. Ils ont une protection mutuelle. Et ils restent longtemps dans l'entreprise, surtout. Ce qui est rare. Ça se transmet aux générations. Tous les enfants veulent rentrer à LVMH. C'est le meilleur VRP de la France. Mais carrément, moi je suis fier qu'on ait un Bernard Arnault. Et je demande pourquoi on n'en est pas plus. S'il se présentait à la présidentielle, il aurait déjà 3 électeurs. Ah non, moi je voterai pour lui. Non, je vais t'expliquer. Parce que un type qui réussit à faire de LVMH un des plus grands fleurons internationaux, je me dis qu'il n'est pas complètement bête, et pourquoi pas essayer? Parce que jusqu'à présent, on n'a eu que des énarques, des technocrates, et on a vu où est-ce qu'ils nous ont menés. Donc, tu n'auras pas de problème de financement de campagne, Bernard, normalement. Ouais, donc je suis prêt à contribuer à hauteur de mes moyens aussi. Le financement privé est interdit. Et en plus, ça fait de la défense. Le financement électoral privé est interdit, je vous signale. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il fait vivre des milliers de familles. Derrière ça, et on est bien clair, derrière ça, 40 milliards depuis 80. 40 milliards, mais qui a contribué à ça? Donc moi, j'en ai marre qu'on tape sur les riches. Alors bien sûr, il y en a qui font de l'évasion fiscale, et il faut les attraper, il faut les toper, et il faut leur faire très mal cela, parce que ils ont bénéficié du système français. Le système français est un système généreux et de redistribution, certes, mais qu'on encourage des Arnaud, qu'on encourage des Pinot, qu'on encourage des Niel, qu'on les encourage à continuer à développer, à faire grandir, et qu'on les écoute plus. Qu'on arrête de nous faire croire, notamment, c'est ce que j'ai pu entendre ici et là, et c'est ce qui s'est passé, notamment en France, on est un pays où on taxe les holdings en faisant croire que c'était maintenant le seul moyen qu'avaient les riches de cacher leur argent, ce qui est toujours quelque chose d'hallucinant. Je pense qu'il suffit de parler à n'importe quel chef d'entreprise pour savoir qu'une holding est loin d'être le mécanisme pour cacher de l'argent, mais simplement pour avoir un tout petit peu plus le fruit de son travail. Mais vous parliez des fameux salariés d'LVMH qui étaient heureux, ça tombe bien, il y a une ancienne salariée, je crois qu'il nous a appelé au 0826 300 300. Catherine, bonjour. Bonjour, effectivement, oui, j'ai travaillé 10 ans chez LVMH. Ah ben alors, et comment vous entendez, comment vous vous écoutez, comment vous regardez, vous, toutes les critiques qui peuvent être faites justement sur Bernard Arnault, sur LVMH? Je suis outrée. Il nous faudrait 10 Bernard Arnault ou 100 Bernard Arnault en France pour redresser la France. 1000 Bernard Arnault. J'ai passé 10 ans où j'ai été vraiment bluffée par tout ce qui est fait à l'intérieur de l'entreprise. Racontez-nous un peu, Catherine, vous faisiez quoi et qu'est-ce que vous avez vu comme ça pendant 10 ans à l'intérieur de l'entreprise? Parce que personne travaille chez LVMH, donc racontez. D'accord, donc j'ai travaillé d'abord, je ne sais pas si je peux nommer les marques pour lesquelles j'ai travaillé, mais c'était de très belles marques de parfums. Oui. Donc, entre autres, j'ai travaillé chez Guerlain au siège, où beaucoup d'investissements sont faits pour un joyau de l'industrie française. Je crois qu'il n'y a pas plus belle marque, une marque de plus de 200 ans. Donc, grâce à Bernard Arnault, cette marque fait des records à tous les niveaux, français et mondiaux. J'ai ensuite travaillé chez Dior en Russie. J'ai travaillé chez Louis Vuitton en France. Et chaque fois, ça a été des expériences merveilleuses avec des talents. Des créateurs qui passent leur vie à donner beaucoup justement de leur talent pour la société. Et donc je suis outrée d'entendre des critiques, de lire des articles dans Le Monde qui sont lamentables. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut. Alors comment vous l'expliquez, vous, Catherine? Vous avez travaillé à l'intérieur, vous avez vu ce que sont des salariés dévoués, des salariés qui travaillent. J'imagine aussi une direction qui s'est récompensée, ceux qui restent dans la maison, qui évoluent dans la maison. Comment vous les comprenez, vous, Catherine? Pourquoi tout ça, finalement? Pour ce que vos interlocuteurs précédents, les personnes qui sont chez vous là au plateau, ont expliqué, c'est-à-dire la jalousie en France des gens qui réussissent. Pour vous, ça existe, ça, Catherine? Pour vous, ça existe, ça? Vous l'avez vu, ça existe? Oui. J'ai passé 12 ans aux États-Unis, dont 6 pour ma propre société. C'est l'inverse de la France, c'est-à-dire qu'il y a la prise de risque, s'il y a des problèmes, si on a des problèmes, on les transforme en opportunités. On ne critique pas les échecs, on va de l'avant. Oui, on gagne bien sa vie, mais il y a des raisons. Et la prise de risque, le travail. Monsieur Arnault travaille de mémoire. Je me souviens qu'il allait les samedis, après une semaine lourde, en beaucoup de rendez-vous, il allait le samedi au bon marché. C'est toujours le cas, Catherine.
Voilà, donc il allait au bon marché pour vérifier tout allait bien, pour aider les vendeuses, pour les soutenir. Donc je suis outrée. Il y a à peu près, de mémoire, il y a à peu près 40 000 personnes en France. 200 000, comme l'a dit des personnes, c'est pas mais 40 000 en France, dont je faisais partie donc. Et ces personnes-là font vivre. Grâce à LVMH, il y a des transporteurs, des sous-traitants, des usines, des artisans. Et même tous ces 40 000 personnes qui travaillent pour LVMH en France ont des familles, réinjectent accessoirement cet argent dans la société. Je veux dire, derrière, c'est des familles et des familles entières. Les Français, les artisans. Ah bah oui, exactement. Ce sont des fameux savoir-faire d'ailleurs qu'on n'est pas, nous, capables de garder quand il s'agit d'industrie parfois à plus grande échelle. Merci beaucoup, Catherine, de ce témoignage un peu inattendu, mais ma foi fort précieux. Merci de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Le patron de LVMH, première grande industrie, premier groupe de luxe au monde qui s'est critiqué dans un article, Bernard Arnault qui répond avec humour et qui ne comprend pas en effet, je cite, cette artillerie lourde déployée contre lui. Est-ce que détester Bernard Arnault en France est un sport national? 0826 300 300, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 0826 300 300, ça rigole, mais croyez-moi, les arguments sont affûtés derrière. Dans ce studio, autour de la table, Baptiste Ménard, Frédéric Vardon, Jérôme Dubu, Philippe Bouriaki. On est en train de discuter de cette réponse assez rigolote quand même, il faut le dire, de Bernard Arnault à une série d'articles du journal Le Monde contre lui. Il démonte les arguments point par point. Il s'étonne d'une certaine manière à travers ces 3 pages de réponse en communiqué qu'on puisse autant détester une entreprise qui fait vivre 220 000 collaborateurs dans le monde, 40 000 personnes en France, qui réussit. Bref, est-ce que on ne peut pas réaliser quand même que dans ce pays, c'est en tout cas la tonalité avec une parole à la défense qui va être accordée, mais quand même détester Bernard Arnault, est-il un sport national? Non, mais c'est moi, je intéressant. Ne déteste pas Bernard Arnault, j'ai pas de problème avec Bernard Arnault. C'est pas non, mais c'est sur la fiscalité des plus riches. C'est la question effectivement de la justice sociale. Vous évoquiez les rapports du Sénat, vous avez sans doute lu le rapport de Claude Rénal, qui évoquait aussi récemment que un certain nombre de personnes les plus favorisées payent moins en proportion que ceux qui sont les plus défavorisés. Donc il y a un moment où quand même il faut entendre ça. Donc voilà, donc je suis pas sur l'idée de polémiquer ou de rejoindre. Vous avez évoqué tout à l'heure, je vous laisse à vos références sur Georges Marchais. Au-dessus de 10 000, je prends tout. Je ne suis pas du tout dans cet excès-là. C'est au-dessus de 7 000. Mais pour autant, mais je pense que c'est le sujet de. Si Hollande n'avait pas dit 5 000, non? Hollande avait dit 4 000. Vous attendez le retour du président Hollande. Vous serez sans doute satisfait dans les semaines à venir. Courage, voilà. Voilà. Alors, ne relancez pas Frédéric Vardon, honnêtement, sur ce sujet, car il existe entre nous un pari amical qui va me coûter très cher si ça arrive. Donc je vous préviens que je vous tiendrai en partie responsable. Le président Hollande est petit monsieur Arnault. Bonne question. C'est exactement ça. Non, mais on entend après peut-être que, et c'est là où Baptiste Ménard, de fait, quand même soulève un point important, c'est vrai qu'il ne faut jamais personnifier, mais le débat médiatique et politique est tel. Une fois c'est Bernard Arnault, une fois c'est Patrick Pouyanné, une fois c'est Xavier Niel, bon, peu importe. Une fois c'est Vincent Bolloré. Oui, mais globalement ils y passent tous. Mais est-ce que c'est vrai que Bernard Arnault, de par parfois sa réussite, de par une certaine manière de répondre, une certaine assurance, est-ce qu'il n'incarne pas, c'est vrai, ce manque de justice fiscale qu'on recherche forcément dans la période? Frédéric Vardon. Mais parce qu'il représente pour une grande partie l'inaccessible, le luxe. C'est parce qu'il représente ça. C'est ça le sujet. S'il avait fait l'industrie dans le s'il avait planté des champignons, on n'en parlerait pas. Mais LVMH, c'est du luxe, ce sont des grandes marques et c'est ça le sujet, c'est que c'est ça ce que ça représente. Demain matin, il ferait des boulons pour les Canadaires, on n'en parlerait pas. Jérôme Dubu. Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais en plus, il y a quand même sous-jacente la haine du riche, le fait que on n'a pas encore assez de prélèvements obligatoires. Non, on est à 45% ou 47%, mais ça suffit pas. Il faut continuer à en faire. Hein. Non, mais j'entends bien. Quand Monsieur Hollande s'est fait élire en 2012, après puisque vous avez cité le président Hollande. Moi, j'ai cité le président Hollande. Le président Hollande en 2012, on a gagné quelques années. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit mon ennemi c'est la finance. Mon ennemi c'est la finance. Il fait sa campagne là-dessus. Quelle démagogie. Enfin, c'est stupéfiant. Et il veut revenir
finir en disant quoi? Mon ennemi, c'est Bernard Arnault, c'est ça? 0826 300 300. La discussion fait énormément réagir, figurez-vous. C'est ça. Arrêtez de parler de malheur, parce que sinon, l'exil fiscal sera une réalité et pas seulement le sens dans lequel on l'envisage là. 0826 300 300. C'est un débat qui vous fait beaucoup réagir, amis auditeurs. Et je me tourne vers vous, Cédric. Vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous ce matin. Comme tout le monde. Merci aussi. Je suis assez scandalisé parce qu'en fait, les gens qui prônent cette jalousie, c'est la jalousie du savoir bien faire. Moi, je suis désolé, mais quand je fais bien les choses, si on est jaloux de moi, je dis t'as qu'à faire pareil que moi. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, Monsieur Bernard Arnault, il est l'homme le plus riche de France. Oui, c'est un fait. Mais il s'est donné les moyens. Il continue à travailler. Il délègue pas, il n'est pas dans un bureau tout seul à rien faire, comme j'ai écouté justement une ancienne employée à lui. Il n'est pas à rien faire dans un bureau et à faire travailler que les RH, les machins, les CELI. Il travaille. C'est un monsieur qui est encore sur le terrain à son âge. Moi, je dis simplement, un monsieur comme ça au gouvernement ou même à la présidence aurait mieux fait que tous les cancres qu'on a depuis une vingtaine d'années. Parce que je dis que ce sont des cancres. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été avec nous, pour pas savoir compter et pas savoir faire de calculs et pas savoir gérer un budget, ce sont des cancres. Moi, j'ai un petit financement dans ma maison, 1500 balles par mois, je gère au sous-près. Eux, ils gèrent pas. Et quand il y a des dépenses à faire, eh ben, on recrée des taxes et on recrée des impôts. Ils ont pas compris que quand les caisses sont vides, on fonctionne pas sur le peuple. Le peuple va se retourner contre eux. Et moi, je dis bravo Monsieur Arnault, bravo Monsieur Niel, et qu'il continue. Vous dites Bernard Arnault président, Cédric. Hashtag Arnaud président. C'est ça, vous dites Bernard Arnault président. Regardez ce qu'a fait Monsieur Donald Trump. Alors, il y a des pour et des contre, mais il gère son pays. Non, mais financièrement, il gère son pays comment? Il le gère très bien. Et je pense qu'il faudrait qu'on revienne à une autorité un peu plus ferme en France, parce que maintenant, on est gangréné par des voyous. On apprend maintenant qu'ils veulent pas dire qui c'est qui se drogue à l'Assemblée nationale, parce qu'il y en a certainement la moitié ou les 3/4. Voilà. Hein? Et ça, c'est pas normal. Celui qui a été pris est toujours député. C'est l'horreur. Oui, ça c'est sûr. Et ils sont toujours députés, donc ils se droguent avec notre argent. Il suffit de les battre aux prochaines élections municipales. C'est plus que fou. On a entendu l'éloge de Bernard Arnault par Cédric. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil. Et pour remettre dans le contexte, vous faites allusion notamment aux tests salivaires et urinaires qui avaient été déployés par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour détecter s'il y avait eu ou pas prise de substances illicites, notamment dans les cabinets ministériels. Il y en a eu, ils ont été exfiltrés et le Premier ministre a gardé pour l'instant ce qui est, on l'imagine, plus ou moins normal, mais en tout cas, il a gardé la plupart de ceux qui étaient responsables de cela sous anonymat. Mais ce que dit Cédric est quand même intéressant. Là, on parle de Bernard Arnault, on a personnalisé, on a personnifié un peu le débat, mais il y a quand même derrière toute cette volonté qu'ont de plus en plus de personnes d'avoir un entrepreneur presque à la tête de l'État, c'est-à-dire un grand patron en disant aujourd'hui, je suis désolé, vu l'état des finances publiques, il va peut-être falloir se tourner vers une telle solution, Philippe Brouillaki. Mais je dis par expérience, et je remercierai jamais assez feu ma maman, qui me disait, tu fais ton expérience. Tu as le droit de trébucher, tu as le droit de tomber, mais tu as l'obligation de te relever. Et il y a un proverbe arabe, alors je vais pas dire les mots parce qu'ils sont crus, qui dit celui qui m'a eu une fois, honte à lui, celui qui m'a eu 2 fois, honte à moi. Si tu échoues 2 fois de la même façon, c'est que t'as pas retenu les leçons. Et moi, sérieusement, au moment où on m'annonce un duel Le Pen-Mélenchon, j'ai un espoir, moi c'est Lecornu, mais aujourd'hui il vient d'émerger un nouvel espoir. Pourquoi? Non mais on en parlera. Ah oui, bien sûr. On en parlera. Mais on a parlé de ça la semaine dernière. Oui, tu vois. Non. Là aujourd'hui, il y a un espoir. C'est comme une évidence. Pourquoi pas un chiche? Pourquoi pas un entrepreneur? Enfin, un chiche avec pourquoi pas un grand patron? Non, chiche, ça va 2 minutes. Non, chiche, Arnaud ou chiche, un grand patron en tout cas. Chiche, un grand patron. Jérôme Dubuc, je voyais plus sceptique quand même sur ça. Je trouve que ce sont 2 choses différentes, chacun son métier. Les grands patrons qui ont été élus, qui ont essayé de faire de la politique, il y a encore Monsieur Aulas. C'est pas un grand patron, mais c'est un patron, c'est un chef d'entreprise. Il avait des entreprises. Ça a été une catastrophe à Lyon, au municipal. C'était pas la présidentielle, mais ça a été une catastrophe. Il était donné à 60%.
il a fait une campagne catastrophique, il s'est fait battre. Donc moi, je suis très partagé. Est-ce que Monsieur Breton avait réussi ? J'étais trop jeune. Pas vraiment, non. Voilà. Pas vraiment. Breton n'avait pas vraiment réussi. D'ailleurs, ni en tant que chef d'entreprise, ni en tant que ministre. Et d'autres exemples, je vois Michel-Édouard Leclerc qui pointe son nez. Je suis pas sûr que ce soit leur métier. Voilà. C'est un métier, c'est impossible. Moi, je croyais que c'était une vocation. C'est devenu un métier, vu que tout le monde veut le salaire. Gérer la France. Je suis le seul qui reverse l'intégralité sur le député des associations. Je parle pas de la politique, je parle de gérer la France. C'est deux choses différentes. Gérer la France, c'est comme une bonne entreprise. Je suis pas sûr que ce soit à la tête de la France. Je pense qu'il faut arrêter d'imaginer tout le monde président de la République. C'est quand même quelque chose d'important. Il y a tout le monde qui s'imagine président. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose de sérieux. Je pense que l'élection présidentielle de 2027, et on a évoqué quand même quelques enjeux ce matin, va être un moment très important pour notre démocratie, pour notre République. Tout à l'heure, tu évoquais la possibilité d'un duel au second tour entre le Rassemblement national et la France insoumise. Ce serait un cauchemar. Donc, nous devons tout faire. En tout cas, moi, à mon niveau, je souhaite qu'effectivement une gauche républicaine, démocratique et populaire puisse faire émerger une candidature. Je vois que Éric Vardon a une inclinaison forte pour le président Hollande, mais il y a un certain nombre de personnalités qui se font jour. Sachez que de mon côté, uniquement pour pallier le pari que nous avons fait, j'empêcherai cela. Les propositions, et moi je souhaite vraiment qu'en tout cas, lors de cette élection présidentielle, nous puissions aborder tous les sujets, parce que nous avons beaucoup souffert en 2022 de ne pas pouvoir le faire. En tout cas, les vrais sujets, et avec une vraie campagne, Baptiste Ménard, vous avez entièrement raison. Dernier débat dans un instant, juste après une très courte page de publicité. Comme en Italie, c'est ce qu'a lancé Giorgia Meloni, avec un certain succès quand même, avec des chiffres qui sont totalement hallucinants quand on voit le nombre d'argent qui a été topé, le nombre d'armes, le nombre de personnes interpellées, plus de 500, plus de 700 kilos de drogue. Et ce, comme en Italie, un peu sur le modèle de Giorgia Meloni, c'est-à-dire quelques militaires pendant un mois à des quartiers bien précis et mettre tout le monde en prison. La France doit-elle faire la guerre aux racailles ? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et on poursuit les échanges, on poursuit les débats, on poursuit la discussion avec autour de la table une équipe très en forme pour ce début de semaine. Jérôme Dubu, Frédéric Vardon, Philippe Bouriaki et Baptiste Ménard, après avoir évoqué la politique et les incendies, après avoir évoqué le business et la politique avec Bernard Arnault, le fait que sa détestation soit ou pas d'ailleurs un sport national. On se prépare maintenant à aborder la politique et l'insécurité d'une certaine manière, parce que là il y a un exemple italien qui nous a été envoyé, c'est Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui fait beaucoup parler d'elle parce que actuellement en Italie, elle a lancé une très grande opération contre la racaille. Elle a promis de réprimer d'une main de fer le phénomène de bandes accusées de multiplier les rixes, les braquages et les violences. Et alors, en un mois, elle a lancé des opérations absolument partout, de Naples à Milan, de Florence à Palerme, pardonnez-moi. Et alors, de fait, les résultats sont au rendez-vous. C'est pas les opérations coup de poing. C'était quoi, nous, les opérations contre le narcotrafic qui avaient été diligentées un peu partout. Place Net, les fameuses opérations Place Net et Place Net XXL. Bon, on avait trouvé 3 grammes par terre, c'était pas exceptionnel. Là, ils ont arrêté plus de 500 suspects, saisi 700 kilos de drogue, près de 300 000 euros, une cinquantaine d'armes à feu. Et la presse italienne, de fait, où qu'elle soit, se fait l'éloge de ça. La question, elle est simple ce matin. Est-ce qu'on doit s'inspirer de ce modèle italien pour faire la guerre aux racailles ? 0826 300 300. En tout cas, comment on doit regarder la situation ? C'est vrai que je le disais avec ironie, en France, on avait eu les opérations Place Net. Beaucoup qui avaient assisté à ces opérations Place Net avaient quand même un tout petit peu rigolé. D'ailleurs, il faudrait avoir le bilan mis à jour de ça. Est-ce que ça avait été vraiment totalement démantelé les gangs ? Est-ce que ça avait fait, outre le spectacle, vraiment permis de démanteler derrière ou de mettre fin à certaines opérations ? Comment vous regardez cela, vous, autour de la table ? Tiens, Baptiste Ménard pour commencer. D'abord, je voudrais dire que chacun a le droit à la sécurité. Ça tombe sous le sens, mais ça va mieux en le disant, parce que aujourd'hui, nous avons conscience de la montée des violences. Nous avons conscience d'ailleurs que les auteurs de ces violences sont de plus en plus jeunes. Cela doit là aussi nous interpeller. Et donc, la réponse de l'État doit être forte et ferme, sans aucune ambiguïté. Ce qui amène à dire que les fauteurs de troubles doivent savoir que leurs actes seront
ne resteront pas impunis. Et donc, cela pose la question, effectivement, des moyens à débloquer, qu'ils soient humains ou financiers. Quand on voit l'état de délabrement de la justice, cela laisse quand même songeur. Et puis, bien sûr, vous avez évoqué les opérations Place Nette, le trafic de drogue. Il faut être intraitable sur ce sujet. Ces trafics pourrissent la vie de nos quartiers, de nos villes, et touchent tout le monde. Donc, voilà, moi, je suis pour que nous stoppions une forme de banalisation et de relativisation de la violence dans notre pays, et que nous puissions y apporter des réponses concrètes et qui soient palpables dans chacune de nos villes. Frédéric Vardon. La guerre aux racailles, made in Giorgia Meloni, est-ce qu'il faut faire la même chose en France ? Oui, très certainement. Après, il faudra bien définir ce que c'est qu'une racaille. Bon, après, ça sera un peu autre chose. Mais je pense que, oui, vous dites, faut des moyens, mais est-ce qu'il faut pas changer notre façon de voir les choses ? Est-ce que quelqu'un qui est pris et puis on va lui taper juste sur les doigts, non, on va vous mettre un petit sursis, et puis après vous allez faire peut-être, la deuxième fois vous allez faire peut-être des travaux d'intérêt généraux, et puis après la troisième fois, non mais c'est vraiment pas bien, et en fin de compte il sera puni peut-être qu'à la 4e ou 5e fois. Est-ce qu'il faut pas réinverser la tendance et dire premier délit, punition tout de suite, il n'y a même pas cherché à comprendre, c'est tout de suite. Est-ce qu'on n'aurait pas moins de récidives ? Est-ce que le message de la sécurité serait pas mieux passé ? Parce qu'aujourd'hui, ils craignent quoi, en fin de compte ? Bah, pas grand-chose, hein, même presque rien. Hein. On craint pas grand-chose. Hein. Moi, je crains plus en tant que chef d'entreprise, si je paye pas mon URSSAF ou si je respecte pas une loi. Hein. Je vais le dire quand même. Hein. Mais parce que celui qui arrache le sac de la dame et qui lui met un grand coup de poing dans la gueule, il va prendre quoi, lui ? Bah, pas grand-chose. Philippe Bouriaki. Je partage complètement cette analyse. Premier délit, première sanction, et la sanction elle doit être exemplaire. Elle doit être proportionnée, évidemment. On sait très bien que beaucoup de gens ne vont pas faire leur peine parce que les prisons sont pleines. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut peut-être voir d'autres paradigmes et d'autres façons de faire. Mais cette méthode Meloni, elle vous inspire quoi, vous, Philippe ? Mais moi, je vais être très cru, et quand j'étais chez Europe Écologie Les Verts, on me regardait avec des yeux comme si j'étais le grand Satan. Je vous l'ai dit, moi je suis franco-algérien. Donc j'ai aussi une culture algérienne. Et en Algérie, si t'as le malheur de dire par exemple à un flic d'aller se faire foutre, tu payeras plus jamais d'impôts. Ah non, ça c'est sûr. Parce qu'il y a de fortes chances que plus personne te revoie. Alors je dis pas c'est la solution ultime, mais je dis mais pourquoi les mecs ne se comportent pas comme ça en Algérie et se comportent différemment en France ? Et je dis il faut un juste milieu, il faut une autorité claire, nette et précise. Moi, j'ai été élevé comme ça. À chaque fois qu'un policier m'a interpellé, j'ai toujours baissé les yeux parce qu'il avait la force de la loi avec lui et qu'il était dans son travail. Point. Même si certains, des fois, avaient un comportement plus que limite. Mais j'ai toujours gardé mon self-control et j'ai surtout fait ma gueule parce que je sais que j'aurais tort in fine, et puis que le contrôle va se passer plus rapidement et que je serai plus vite dehors. Donc c'est pour ça que le mot bavure policière, j'en ai marre d'entendre ça, et violence policière, j'en ai marre. Si tu comportes bien, t'as aucun problème. Et si t'opères lorsqu'on te demande de tempérer, t'as aucun problème. Une chose est claire, s'il faut mettre plus de moyens, et on le voit sur les places nettes, oui, ça fonctionne. Lorsque tu le fais et que tu mets les moyens immédiatement, t'arrêtes, tout de suite, la nature vilaine reprend ses droits. Et donc, s'il faut envoyer les camarades de la Légion sur certains endroits pour pouvoir bien pacifier le pays, faut le faire. Mais, je dis qu'il y a des minots, qu'ils soient dans les campagnes ou dans les quartiers, parce que ça, j'en ai marre de la stigmatisation, parce qu'on a aussi des problèmes dans nos campagnes. Et beaucoup les campagnes. Beaucoup les campagnes. Non, on en a. On en a beaucoup. Si, on en a beaucoup. En tout cas, de plus en plus. Mais je dis par exemple que mettre un gamin au milieu de racailles et de voyous dans la prison, dès qu'il sort, il a plus qu'à se mettre en œuvre pour devenir un grand voyou lui aussi. On a des problèmes pour nettoyer nos littoraux. On a des problèmes pour débroussailler nos forêts de manière humaine avec un bracelet, etc. et encadré. Peut-être que c'est jeune, parce que il y a la sanction, mais il y a aussi la réparation, parce que les victimes, on n'en parle jamais. Oui. C'est les grands oubliés. Et moi, je regarde Baptiste et je sais que c'est pas lui, mais cette politique moralisatrice de la gauche, humaniste, machin, etc. Et on l'a vu encore la semaine dernière. Vous prenez votre part pour tout, là, Baptiste. Non, mais parce que je sais qu'il parle à ses camarades de gauche et ses camarades de France Insoumise, même si je sais que j'ai pas d'échange avec la France Insoumise. Ton parti, non, mais pas toi, mais je parle de ton parti. Non, mais là-dessus, je parle de ton parti et je te demande d'être le relais. J'ai été l'un des rares à m'opposer dès le début à un accord avec la France Insoumise. Donc là-dessus, il est quand même mieux. Et la France Insoumise,
on ne gagne pas toujours les élections, y compris à l'interne. Le nouveau Front populaire, on peut ne pas réussir, Jérôme Dubouli. Je n'ai jamais soutenu l'accord avec la France Insoumise. Je considère que la France Insoumise a quitté la gauche pour rejoindre un populisme dont on voit chaque jour, vous évoquez les outrances du député LFI sur la situation en Gironde. Donc je souhaite être très clair là-dessus. Je ne veux pas être associé à cette formation. Et sur le reste, parce que politique. je vous voyais regarder notamment les propos de Philippe Bouriaki avec un œil non pas amusé en se disant je suis peut-être pas obligé d'aller jusque-là non plus. Non mais ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets-là, il faut quand même toujours faire attention à ne pas sombrer, je le dis en toute amitié, dans la démagogie. Vous évoquiez tout à l'heure la question des prix. Vous avez vu la surpopulation carcérale. Bon, donc moi je veux bien qu'on rase gratis, qu'on explique que dès qu'il y a un problème, tout le monde va aller en prison, qu'il n'y aura pas de sursis, etc. Il va falloir construire quelques prisons quand même, et avoir les accords nécessaires auprès des mairies, parce que les mêmes qui demandent le tout carcéral sont les mêmes qui s'opposent à la création de prisons sur leur territoire. Donc c'est pour ça que je pense quand même que sur ces sujets-là, encore une fois, ils sont trop graves pour se laisser aller à des facilités. Et j'espère, Philippe, que tu reconnaîtras que dans l'intervention que j'ai faite en introduction suite à la question, j'ai été très clair et j'ai été très loin de la gauche moralisatrice que tu évoques. Nous sommes d'accord. Bien sûr. Alors, tu sais que le PS va considérer que c'est un horrible Jérôme Dubu qui s'impatiente depuis tout à l'heure. Le doigt est levé. Plusieurs choses, oui, parce que alors il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses dans ce que j'ai entendu. D'abord, Madame Mélanie, elle fait un coup de com'. Bon, moi, je ne sais pas quel est le bilan exact de ce qui a été fait. Il est sûrement très bon, mais les opérations Place Nette en France étaient avec des bilans très bons. Et ce qui est terrible, c'est que pour Mélanie comme pour Place Nette, ça révèle l'état de la situation. Ça veut dire qu'il y a des armes qui circulent, ça veut dire qu'il y a de la drogue qui circule, ça veut dire qu'il y a du fric qui circule en liquide, et tout ça révèle la situation. Donc c'est terrible pour eux, parce que Mélanie, elle est depuis 4 ans au pouvoir, et les nôtres, ils sont depuis 10 ans au pouvoir. Donc ça veut dire que leur bilan est mauvais. Premier point. Deuxième point, c'est pas inutile, effectivement. Ça risque de faire peur, il y a un effet préventif, etc. Mais ça suffit pas. Donc moi, je veux bien qu'on ait le discours un petit peu lénifiant qu'on a entendu tout à l'heure en disant oui, il faut pas que la sécurité se devienne de secondaire, etc. Non, d'abord, c'est prioritaire, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place? D'abord, il faut rétablir les peines planchées. Elles ont été supprimées par Monsieur Hollande, dont on a parlé tout à l'heure. Ça vous reprend. Non, mais c'est la vérité. Elles ont été supprimées par Monsieur Hollande. Oui. Quand il est arrivé en 2012, la première chose qu'il a fait, il a supprimé les peines planchées. Premier point, il faut les rétablir. Moi, je suis pour l'exemplarité de la peine. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français le sont. Deuxièmement, l'affaire des mineurs. Est-ce qu'un jour, on va s'interroger sur la majorité pénale des mineurs? Non. Aujourd'hui, c'est encore à 18 ans. On a baissé la majorité électorale, on l'a passé de 21 ans à 18 ans, c'était en 74, ça ne nous rajeunit pas. On baisse la majorité sexuelle, mais la majorité pénale, on n'y touche pas. Moi, je suis pour que l'on mette la majorité pénale à 15 ans. Voilà 2 mesures immédiates à prendre, plus l'affaire des prisons, évidemment. Alors, on nous dit l'affaire des prisons, oui, on ne peut pas emprisonner parce qu'il n'y a pas de place. Pas faux non plus, ça. Mais faisons de la construction de prisons une opération d'intérêt national, une OIN, une opération d'intérêt national. Voilà 3 mesures concrètes qui, à mon avis, devraient être dans tous les programmes. 0826 303 ans, il y a le petit pic de Baptiste Ménard. Là où c'est pas faux, c'est qu'on l'a bien vu, même pour les fameuses prisons éphémères. Alors tout le monde trouvait ça formidable, mais encore fallait-il trouver les maires qui acceptaient que sur leur terrain, cela soit construit. 0826 303 ans, amis auditeurs, comme en Italie. Est-ce que la France doit faire la guerre aux racailles? On y revient, on marque une très courte page de publicité et je vous préviens, là, vous avez vu la petite jeu, il y a la répartition de la balle entre les uns et les autres pour parler. Là, je vous préviens, celui qui s'impatiente et qui reprendra la parole directement après la pub, c'est Frédéric Bardon. Ça va être du brutal. Tout de suite. Sud Radio, Maxime Liédo. 0826 300 300, venez participer à la discussion, auditeurs. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Vous avez également le site sudradio.fr, l'application, ainsi que les réseaux sociaux autour de la table. Jérôme Dubu, Philippe Bouriaki, Baptiste Ménard et Frédéric Bardon qui voulait prendre la parole sur ce sujet qui nous occupe depuis 11h30 maintenant. Comme en Italie, est-ce que la France doit faire la guerre aux racailles avec visiblement quelque chose un peu inspiré, je le dis à la fois cyniquement et avec un peu de provocation, de ce qu'on a pu faire en France, l'opération Place Nette des militaires, 1 mois, des villes ciblées avec
la volonté de récolter tout ce qui sortait du lot, que ce soit de l'argent, que ce soit de la drogue, que ce soit des armes. Ce qu'il faut faire pareil en France, opération coup de poing, ce qui est même peut-être qu'il faut le dire de cette manière, la guerre aux racailles, 0826 300 300. Frédéric Vardon, je vous vois trépigner. Jérôme a donné 3 mesures. Moi, je voudrais en rajouter une 4e. C'est l'exemple au sein des gens qui se présentent à l'élection présidentielle, de l'État et autres. Je veux dire, la dénomination de racaille, c'est quoi? Est-ce que quand je détourne des fonds européens, je suis quoi? Est-ce que peut-être je vais me présenter avec peut-être l'hypothétique un bracelet? Est-ce que je passe en cassation? Est-ce que j'ai le droit? Enfin, la vraie question, elle est là aussi. Elle a été jugée. Oui, mais d'accord, l'exemple. Non, mais l'exemple. Jugé et condamné. Jugé et condamné, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à se présenter? Parce que on parle de ça, mais il y a un exemple. Et en fin de compte, toutes nos élites, est-ce qu'ils nous donnent l'exemple? En tout cas, je constate que le Rassemblement national était pour vraiment être très dur avec les délinquants, pour rendre inéligible à vie. À vie, disait Marine Le Pen au début de sa carrière politique. Les élus, etc. Je constate que de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Donc voilà. Non, mais moi, je pense que l'exemplarité pour nos jeunes est importante. Vous avez raison. Et donc moi, quand je vois toutes les chaînes d'information et autres et tout ce qu'on peut lire dans la presse, j'ai pas l'impression que la population jeune, futurs électeurs ou jeunes électeurs, voit en nos représentants nationaux une grande forme d'exemplarité. Faisons attention. Je ne généralise pas. Juste très rapidement, on met beaucoup trop en lumière les élus qui manquent à leurs principes et aux devoirs. Moi, je veux rappeler, et je le fais tout le temps, que la majorité des élus exercent leur mission bénévolement, le font avec beaucoup d'exemplarité, en sacrifiant leur vie de famille, leur vie professionnelle. Donc, il faut faire attention. Encore une fois, à ne pas raconter ça. Deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, l'exemplarité, vous avez raison, mais il y a un deuxième élément. Je pense que ce qui est le plus dévastateur, c'est la question de la réalité de l'exécution des peines. Oui. Parce que, mais non, mais c'est ça le problème. Oui, c'est normal. C'est que quand à un moment donné, vous êtes condamné à quelque chose qui ne s'applique pas, bah évidemment, pour vous et puis pour tous ceux qui vous entourent, eh bien ça donne le sentiment mais à qui la faute mais d'accord, mais... Ah non, mais à qui la faute? Moi là-dessus, je reprendrai un truc très simple. Le droit et l'état. C'est clair que. Attends, Philippe Bourguin, le droit et l'état de droit. Marine Le Pen a été condamnée 2 fois. Elle se pourvoit en cassation. C'est comme si elle n'avait pas été condamnée. On va attendre. Présumée innocente à nouveau. Présumée innocente. Moi, la loi, c'est la loi et c'est important dans un état de droit. Sinon, on n'est pas dans une démocratie. Maintenant, jamais j'aurais pensé que j'allais défendre Marine Le Pen. Je ne peux pas mettre sur le même plan d'égalité. Je dis bien l'exemplarité, tu as raison. Si elle est coupable, elle doit payer sa dette. Mais je peux pas mettre sur le même plan d'égalité quelqu'un qui tape dans une caisse. C'est pas bien. Hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Et quelqu'un qui empoisonne la vie des Français, qui crée de l'insécurité, que des femmes ne peuvent pas traverser une rue, que des enfants meurent suite au trafic de drogue, que des enfants meurent d'overdose, que des gens âgés qui n'ont pas... J'ai dit qu'il fallait une exemplarité. Que des gens âgés qui n'ont pas une petite retraite et d'autres sont séquestrés pour servir de nourrice, etc. Non, j'ai pas de problème sur ce sujet-là, mais je ne peux pas les mettre sur le même plan d'égalité. Elle a tapé dans la caisse, elle va être jugée, elle va être condamnée, je l'espère, de tout mon cœur. Mais quelqu'un qui empoisonne la vie des Français, pour moi, ça devrait être une priorité nationale. Valérie Pécresse le disait à juste titre lors de ses vœux aux forces de sécurité que nous soutenons grâce au bouclier de sécurité qui est attaqué en justice par les amis de Baptiste, les communistes. La première des libertés en France, c'est la sécurité. Donc maintenant, ça suffit. On ne doit pas transiger avec ça. Voilà. On accuse d'être communiste maintenant. La prochaine fois que vous venez ici, je vais vous donner un totem d'immunité. Vous aurez le droit de grandir de temps en temps. C'est vrai que effectivement, ces opérations, juste conclure, après je te passe la parole. Merci infiniment. Ces opérations de place nette, c'est pas des opérations flash qu'il faut faire. C'est dans la continuité. On est d'accord. Oui. Jérôme Dubu. Alors, plusieurs choses. D'abord, sur l'affaire de Marine Le Pen, puisque c'est elle dont on parle, d'après ce que j'ai bien compris, sur l'affaire... De l'exemplarité en général. Elle est effectivement condamnée 2 fois. Elle s'est pourvue en cassation. Pour le moment, le principe de l'innocence joue. Premier point. Deuxième point, il faut quand même pas l'oublier. Ça serait valable pour
François Hollande aussi. Nous sommes d'accord. Si c'était je suis lui. d'accord. Voilà. Il y a eu 5 occurrences du président Hollande de votre part. Hein. J'y vois un souhait. Ça confine à l'obsession. Un souhait majeur. Deuxième point. Effectivement, on n'a pas une société qui punit assez. Pourquoi ? D'abord parce que je crois que l'arsenal judiciaire est suffisant, mais effectivement, on a des remises de peine. D'abord, on a des condamnations qui sont pas suffisantes, et on a des remises de peine qui sont assez fréquentes. Bon. Dupond-Moretti a, dans sa loi, dont on a peu parlé, a annulé les remises de peine automatiques. Bon. Donc les remises de peine automatiques, maintenant, elles dépendent du juge de l'application des peines. Et le juge de l'application des peines, il doit avoir un comportement sociétal, non plus un comportement individuel en face de l'individu dans lequel il a, et que peut-être cet individu a fait des efforts, etc., qui mérite une remise de peine. Il doit penser aussi à la société et à l'exemple qu'il va donner. Et ça, malheureusement, je ne le constate plus. 0826 300 300, on va discuter avec vous, William, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être sur l'antenne de Sud Radio. Alors oui, est-ce que comme en Italie, la France doit se lancer dans une grande guerre au racailles ? C'est en tout cas visiblement ce qui fait le succès de la présidente italienne. Comment vous regardez ça, vous, William ? Mais je vois pas d'autre solution. À partir du moment où la situation échappe à tout le monde, parce que c'est quand même le cas, ça veut dire que toutes les solutions de discussion ou en tous les cas de négociation n'ont pas fonctionné et ne fonctionneront pas. Donc à part le fait d'être strict, et strict ça veut tout dire et rien dire. Je pense qu'il y a déjà un gros travail afin de prioriser les combats. On ne pourra pas être en guerre avec tout le monde, partout, sur tous les sujets. Donc il va falloir prioriser, prendre des engagements et s'y tenir. Parce qu'aujourd'hui, la peur, elle n'est pas dans le bon camp, concrètement. Vous, c'est ce que vous observez, William, la peur pas dans le bon camp, c'est un peu tout à l'heure ce que dénonçait Philippe, c'est-à-dire que même le rapport vis-à-vis de la police a changé, on n'a plus peur des policiers ? Non, c'est une fausse peur des policiers. Quand on les écoute, ils ont peur des policiers. C'est pour ça qu'ils essaient de s'échapper. C'est pour ça qu'ils refusent les contrôles. Mais soyons sérieux. Il y a aujourd'hui aucune peur des policiers. C'est un petit peu dommage. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que il y a quand même une énorme différence, un gap énorme entre ne pas avoir peur de la police et en être à les agresser et à les provoquer. C'est pas faux. Et c'est-à-dire que mais alors tant des guet-apens, etc. Oui, William, vous avez raison. Bien sûr, c'est qu'on n'est même plus à ne pas avoir peur de la police. On n'en est même plus là. Cette étape, elle est passée depuis un petit moment. C'est pour ça que repasser par la discussion, par la négociation, par la mise en place de programmes sur des années, etc., sur de l'éducation, mais c'est des mots qui sont oubliés et qui ont plus du tout assez de poids par rapport à la situation réelle. Mais William, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux quand on leur parle aussi d'avoir peur un peu face à la police ? Alors c'est une expression, mais il y a tous ceux qui vous disent oui, enfin la police c'est aussi non pas la première, mais elle fait des abus, la police. Elle frappe, elle dérape, la police, elle insulte. Là aussi, il y a parfois, on va dire, qu'est-ce que vous leur dites si on commence à donner autant de pouvoir aux forces de l'ordre, peut-être que les dérapages qui sont certes aujourd'hui qu'une minorité pourraient devenir la norme quand même. Ou peut-être qu'il y en aurait moins, justement. Peut-être qu'il y en aurait moins, parce que les policiers pourraient faire leur métier dans des bonnes conditions. Et si je fais mon métier dans les bonnes conditions, je suis moins stressé, je suis moins tendu et j'ai moins peur. Et j'ai moins peur de le faire. Quand la police est appelée sur un lieu d'une intervention, qu'il y a une chance sur deux que ce soit plutôt qu'une intervention à un endroit pour se faire agresser et tomber dans le piège, ça crée des situations de tension. Et si on retire ces situations de tension, tout le monde pourra faire son travail dans des conditions beaucoup plus humaines. C'est en effet une façon de voir les choses, William. Vous avez raison. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. C'est frappant quand même à quel point, notamment chez nos auditeurs, chez tous ceux qui nous appellent, il y a le principe de base quand même en France qui est que, oui, mais d'abord commençons par revenir aux fondamentaux avec cette idée qu'on doit respecter la police, c'est-à-dire que la police doit faire peur. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais l'idée qu'elle doit dégager quelque chose que on dit bonjour monsieur. Baptiste Ménard. Il faut respecter l'autorité de l'État. Respecter l'autorité de l'État, c'est respecter les policiers, c'est respecter les enseignants, c'est respecter les pompiers. Non mais je veux dire, ça tombe sous le sens, mais à un moment donné, on a l'impression qu'il faut. Exactement. Donc il y a un sujet aussi éducatif, il y a un sujet
familiale aussi, parce que parfois, dans les familles, parce qu'il y a des difficultés, etc., il y a un certain nombre de messages essentiels qui ne sont plus diffusés. Jérôme Dubu. Non, puis il y a un parti politique qui porte une lourde responsabilité dans cette affaire, c'est LFI. Enfin, vous pouvez pas avoir un parti politique qui représente 15 à 20% de la population et des électeurs qui vous dit matin, midi et soir, la police tue. Il faut désarmer la police, comme le fait monsieur Bakayoko avec sa police municipale. Qui est le maire de Seine-Saint-Denis. C'est quand même stupéfiant. Donc ces gens-là, je suis désolé, ces politiques, ces élus, ces responsables de ce mouvement portent une lourde responsabilité dans la situation actuelle. Frédéric Vardon. Oui, enfin, de toute façon, les policiers sont des citoyens, sont des hommes et des femmes qui très souvent ont des familles et autres. Et moi, je préfère en appeler à leur responsabilité et qu'ils puissent travailler dans des conditions sereines parce qu'on leur donne les moyens et que leur en donne le droit. Et je pense que tout ça sera respecté. Et la police, elle se contrôle. Donc, quand il y a des abus, il faut qu'ils soient extrêmement contrôlés, qu'ils passent pas sous le tapis, et ça ira très bien. Enfin, moi, je pense que les policiers ont envie de faire leur travail de façon sereine, et que c'est vrai que quand ils entendent tous les jours qu'ils tuent et qu'il faut les désarmer et qu'on les envoie au front, je suis pas persuadé que ce soit très serein. Voilà. Philippe Bourriaki. Non, ils travaillent pas sereinement, les policiers. On leur donne pas les moyens. Parce que lorsqu'ils interviennent, ils sont entre le marteau et l'enclume. Et dans le problème du politiquement correct, on va se le dire entre nous, c'est que dès qu'il y a une problématique, alors heureusement que la loi riposte maintenant a été votée, et donc je remercie le ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez, de l'avoir porté avec force et vigueur. Il se retrouve en garde à vue, il se retrouve la cible de tout. Et je vais vous faire une confidence. Voyez-vous, au mois de janvier, j'ai été à une manifestation à l'appel du syndicat Alliance. Comme je vais à chaque manifestation de n'importe quel syndicat des forces de sécurité et des forces de l'ordre. Il y avait qui de présent? Il y avait des élus des Républicains, il y avait Frédéric Pechnard, Patrick Caram, qui représentait le conseil régional, donc Valérie Pécresse, mais qui d'autre? Il y avait Sarah Knafon, Marion Maréchal, qui représentait Zemmour et le Rassemblement national, et il n'y avait aucun, et Baptiste, tu n'y es pour rien, mais aucun élu de gauche. J'adore, maintenant on doit le préciser, même quand vous n'y êtes pour rien. Aucun élu de gauche ou écologiste, aucun. C'est horrible. Donc maintenant ça suffit. C'est pour ça que quand on dit ouais mais la police est raciste parce qu'il y a que les racistes qui les soutiennent, je suis désolé, quand ils appellent à l'aide la population, il y avait du monde, il y avait beaucoup de civils en tout cas, et beaucoup de familles aussi de policiers, mais les élus dits de gauche ou républicains, ils n'étaient pas présents. Les vrais républicains qui étaient présents, c'était tous ceux qui étaient en première ligne. Et moi qui étais présent, je peux vous assurer, en pleine campagne électorale, j'ai eu des colibés de gens très infects en disant, voyez-vous, il est d'extrême droite. Et moi je le redis, à chaque fois qu'il y aura une manifestation de policiers, je m'en fous de savoir qui est présent. Je serai présent. J'étais à Narbonne pour la marche pour lui. Parce que sa famille a appelé tous les élus de la République. J'ai représenté dignement Valérie Pécresse, mais en tant aussi que élu et père de famille. Parce que je me suis senti comme tous les pères de famille et tous les mères de famille. Forcément visés. Visés. Bien sûr. Il y avait qui comme élu de la République? Il y avait qui? Encore une fois, vous étiez où, la gauche républicaine? Vous voulez sauver le pays, mais le pays a besoin de sécurité. On a besoin de vous. Moi, je ne le stigmatise pas. On a besoin aussi de ces valeurs de la gauche qui parlent, parce que quand Valls parlait, moi, c'est pas mon grand copain, tout le monde à gauche, et personne ne le soutenait, l'a défoncé parce qu'il incarnait l'autorité. L'autorité, elle ne doit pas être que d'extrême droite, de droite, ou du centre. Réponse pour clôturer cette, et on le voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion sur certaines propositions dites sécuritaires, aussi bien les gens qui votent à gauche que les gens qui votent à droite maintenant se retrouvent largement derrière beaucoup de propositions. Mais bien sûr, mot de la fin, Baptiste Ménard. Écoutez, je suis là ce matin pour rassurer Philippe Bourriaki et lui dire qu'il y a une gauche républicaine dans ce pays qui est aux côtés des forces de l'ordre, qui considère qu'elles font un travail remarquable et qui doit être salué, mais qui dit aussi que nous devons travailler, et ce sera un des enjeux des prochaines années, à retisser parfois un lien de confiance qui s'est distendu entre les forces de l'ordre et une partie de notre population. Et ça, il faut aussi l'entendre. Et l'entendre, ça ne veut pas dire
que nous ne sommes pas au rendez-vous de la confiance, mais il faut aussi s'en soucier parce que sinon c'est la République tout entière qui va signer. Merci beaucoup. Ce que je pouvais dire pour conclure. Et ça, c'est ce sera une belle conclusion. Monsieur Olivier Faure dans une manifestation. Ça y est, allez, on alors là, vous préviendrez ce jour-là. Merci beaucoup, Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-en-Barœul, Frédéric Vardon, chef et propriétaire du Café Max et du 39.5 à Paris, Jérôme Dubu, consultant politique et ancien élu de Paris, et Philippe Bouriaki, conseiller municipal de Orly, conseiller régional d'Île-de-France et 3e vice-président de France Écologie. Messieurs, merci beaucoup d'avoir ouvert le bal des débats de cette semaine. Je vous souhaite une très belle journée. Dans un instant, comme chaque... mais bien sûr, merci Sud Radio, vous avez raison de le dire. Dans un instant, votre parole qui compte, amis auditeurs, 0826 303 300. On va s'arrêter encore un peu sur ce qui se passe du côté de la Gironde et du Var avec des incendies qui continuent de ravager des hectares et des hectares. Vous êtes sur place, vous êtes maire, vous êtes pompier, vous êtes élu, vous êtes restaurateur, vous participez à ça, vous évacuez, vous êtes vacancier. Mais entre midi et midi 30, c'est votre parole qui compte. Vous nous passez un coup de fil. 0826 300 300. À tout de suite.